Ils sont partis dans les couloirs du temps. Et salut les amis, nouvel épisode aujourd'hui des couloirs du catch. Comment tu vas Messaya? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, on tourne de journée, c'est le matin, ça fait presque bizarre. Ouais, de tourner le matin, ouais, ça fait... C'est la première fois. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est un concept un peu spécial que je te propose. Alors il faut se dire que cette vidéo, Messaya n'est même pas au courant de ce qu'on va faire, il pensait qu'on allait faire une vidéo sur la ECW. Ouais, là, il m'a pris en traître. Je le prends en traite totale, mais ce sera la vidéo pour la ECW, ce sera la prochaine fois. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre, de te demander ton avis sur une quinzaine de faits WWE, WWF, un peu tout, D'accord. et que tu nous donnes ton avis, que tu expliques un petit peu les choses et pourquoi c'est bien ou pas bien. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par exemple, on verra. Il y a des trucs, j'ai essayé de faire des choses assez sympas. Ça va permettre un petit peu que tu parles d'actualité, que tu parles de plein de choses différentes en donnant ton avis. Il y a des petits points qui seront peut-être dans des prochaines vidéos. Ce que je te demanderai, c'est de pas faire de chronologie totale. C'est vraiment de donner ton avis sur la question. De répondre de répondre à la question précisément. Ok. Devant toi, t'as des petits papiers. Oui. Chaque petit papier, c'est une question. Je te propose de les tirer, puis on voit ensuite, tu réponds. Ok, ça marche. Ça marche? Essaie de pas tirer le 14 tout de suite parce que c'est mon moment troll de la vidéo. D'accord, ça marche. Si je le vois, je le pose. Tu le poses et puis on le laissera. On va pas le sortir en premier. On le fera au milieu ou sur la fin. Ça marche? Ça marche. Allez, c'est parti. Avant, tout. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que j'oublie toujours. J'ai pas pensé aujourd'hui. Surtout, je compte sur vous, les gars, pour. Si vous aimez bien le concept qu'on va faire aujourd'hui, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à mettre des j'aime comme d'habitude et surtout à vous abonner. Au moment où on tourne, on est à 98 abonnés. J'espère que quand on la diffuse, on est au-dessus de 100, sinon ça va gueuler. Oui. Et tous ceux qui regardent, on a plus de 60% qui regardent nos vidéos qui sont pas abonnés. Abonnez-vous les gars, c'est gratuit. La pire c'est celle sur Triple H où c'est 70% des gens. La première partie qui ont regardé la vidéo, c'est notre plus grosse vidéo en termes de vue et de durée. C'est la plus grosse vidéo et 70% des gens qui ont regardé la vidéo complètement ne sont pas abonnés. Faites-le, c'est gratuit et nous, ça nous permet de grandir. Ça nous permet de grandir, comme ça, de se partager de plus en plus avec vous et tout ça. Bah c'est exactement ça, et plus la communauté est grande, plus ça va permettre d'avoir des nouvelles questions dans les commentaires, d'avoir des gens qui participent, de donner envie aussi à nous à continuer et à faire des choses de plus en plus. C'est ça, ça nous motive quand on voit vos retours. Hein. Bah, bien sûr, c'est sûr que moi les jours quand on voit les commentaires ou quand on voit les gens qui sont contents de nous trouver, ça fait toujours sympa quoi. C'est ça, donc abonnez-vous, mettez des likes et n'oubliez pas la cloche. Surtout la cloche, parce que c'est vrai que c'est sympa d'avoir en plus on a la chance d'avoir dans notre communauté d'une centaine d'abonnés, ils sont tous très bienveillants, pardon. C'est pas facile à dire, je suis un peu malade. Avec des commentaires très pertinents, quoi. Et on en a, Ryan, par contre, c'est toujours très très pertinent et c'est toujours carré. Mais ça y est, je te propose qu'on commence. Oui. Je te laisse tirer le premier numéro. Le 11. Le 11. Alors, le numéro 11. Je prends ma petite question, j'ai tout noté sur mon papier, mais Saya n'est pas au courant des questions. Ah, rien du tout. Alors, est-ce que la WWE aurait pu refuser le deal avec l'Arabie Saoudite pour une question d'image? Qu'est-ce que tu en penses? Intéressant. Déjà quand ça s'était fait, on était encore sous l'ère de Vince. Oui. Donc en considérant que c'est Vince, je te dirais qu'il l'aurait jamais refusé. Ouais. Quoi qu'il arrive, il l'aurait jamais refusé parce que une des devises de McMahon, on en rigole souvent entre nous en privé joke. Le plus important, c'est le dollar. Parce que le dollar, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et que McMahon aussi, son autre politique, c'est il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a pas de bon buzz, il y a juste du buzz. Parce que ça avait un peu jasé. Ça a énormément jasé. Le mot de vieux, quoi, mais... Parce que, on va dire, je vais pas rentrer dans la géopolitique et tout ça, mais l'Arabie Saoudite, ça a toujours été, entre guillemets, des alliés des États-Unis au niveau du pétrole et tout ça, même si ça est parti en couille dans les années récentes. Et donc de là en face, à ce moment-là, il y avait des otages, je crois, américains, il y avait des journalistes un peu empêchés, plus les lois qui se passent là-haut. On va pas juger, hein, chaque pays fait ce qu'il veut. Moi, je préfère pas en parler, mais du coup, au niveau d'un œil occidental, ça passait très 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 mal. Maintenant, ils sont en train de s'ouvrir. C'est un pays qui s'ouvre beaucoup la WWE a été les précurseurs. Mais aujourd'hui, quand ils ont poussé à avoir des matchs féminins là-haut, on sait que la condition féminine, c'est pas terrible, voire ça chier. Hein. Faut le dire, un chien a plus de droits qu'eux. Hein. Je suis d'accord, ouais. Mais ils ont quand même réussi à faire ça, à passer. Les matchs féminins, ça a été l'un des premiers matchs féminins. Premier match féminin, ouais, de l'histoire de l'Arabie Saoudite. C'était très bien. C'était Natalia, je crois.
il me Je semble. crois, ouais, il me semble. Ça, c'est pas mal d'avoir mis Natalia là-dedans. Et aussi, la WWE a été précurseur dans ce que ensuite l'Arabie Saoudite a fait avec le football, par exemple, notamment où l'Arabie Saoudite a énormément investi. C'est ça, mais comme j'ai dit, en fait, ils commencent à s'occidentaliser un peu plus, à s'ouvrir à l'Occident. C'est ce qui a amené même les accords avec la Syrie, qui fait que maintenant, Sami Zayn peut y aller. Ouais. Après, il faisait partie des noms. Avant, il avait pas le droit d'aller en Arabie Saoudite, maintenant, il peut y aller. Maintenant, il peut y aller. Donc, au final, il y a beaucoup de négatifs. On peut pas l'enlever, mais il y a quand même quelques trucs qui sont positifs. Ouais, bien sûr. Mais faut pas oublier que le point principal de ça, c'est l'argent. C'est l'argent, ouais. Donc, comme je dis, sous Vince, il aurait jamais refusé un deal comme ça parce que c'est un deal de millions et de millions. Ah ouais, c'était sur 10 ans en plus. Sur 10 ans, on y est toujours. Ah, on y est toujours, ouais. On y est toujours, c'est pas encore fini. Donc, Moi, je pense qu'ils renouvelleront. Voilà après. ce que j'allais dire. Moi, j'avais entendu dire qu'ils étaient même en négociation pour renouveler. C'est pour ça qu'on critiquait souvent les shows d'Arabie Saoudite déjà par leur qualité, qu'on disait que c'était un show glorifié et le terme qu'on utilise dans les mangas, pas canon. Ouais, c'est pas C'est vrai que canon. dans les premiers, c'était pas canon. Plus maintenant. Ouais, maintenant, c'est des shows aussi c'est importants. des shows aussi importants. Et moi, je serais même pas surpris que le premier WrestleMania, le prochain WrestleMania en dehors des États-Unis soit là-bas, par exemple. Ça me choquerait même pas non plus. Parce que maintenant, la WWE, là-bas, elle a ses habitudes. Qui va tous les ans. Tu sais comment ça se passe. Il y a même beaucoup d'occidentaux qui vont voir le show là-bas. Ce que là-bas. j'aime bien aussi, c'est que l'Arabie Saoudite aussi a fait un effort au niveau de l'image que ça donnait. Parce que les premiers shows, ils étaient limite un peu malsains à regarder avec tous les grandes pontes qui étaient dans le public. On voyait que les gens, ils avaient pas trop le droit de se lever, pas trop un machin. Et là, maintenant, on les voit moins. On voit vraiment le public là-haut. Et maintenant, c'est devenu un show normal, presque, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de personnes aussi, d'occidentaux ou européennes qui vont là-bas parce que c'est souvent les billets, à la différence de, alors je vais prendre un exemple très simple. Là, il va y avoir bientôt Liverpool, Paris Saint-Germain ou je sais plus quoi en Ligue des Champions. Les billets d'avion ont explosé le tarif. Donc beaucoup de gens qui ne vont pas y aller parce que c'est trop cher. Alors qu'en Arabie Saoudite, quand il y a des shows de catch, souvent les billets sont encore abordables, les billets d'avion. Exact. Donc, ça même les billets de place. Voilà. Je sais que sur Twitter, des gens avaient fait des comparatifs entre les places qu'il y avait eu à Lyon ou de Clash in Paris, à Backlash ou de Clash in Paris. Et quand on regarde les prix des shows en Arabie Saoudite, si tu divises le prix par 5, voire par 6, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être sympa quand même, hein. Après, maintenant, la WWE a ses habitudes là-bas et je pense que de toute façon, elle va pas abandonner un si bon deal. Un si bon deal, exactement. Allez. Je pense que t'as fait le tour. On peut continuer avec question suivante. Allez. Le 2. Le 2. Ça, c'est mon quiz. Alors, le 2. Ah, là, petite question que je voulais te poser. D'après toi, quel est le duo de catcheuses qui a été le plus important à la WWE? Lita Trish Stratus ou Charlotte Flair Becky Lynch? Ouh, c'est super intéressant, ça. J'ai essayé de prendre des questions pertinentes. Hein. Ah ouais. J'ai envie d'un peu de te challenger dans ce truc-là. Et j'ai envie que tu donnes ton avis, même si c'est pas, il va à l'encontre de ce que d'autres personnes peuvent penser sur Internet ou je m'en fous. J'ai envie que tu donnes ton avis. C'est toi l'expert. J'ai envie que tu donnes ce qui te fait envie. Eh ben, il y a quelques années, parce que c'est vrai que maintenant on commence à avoir un recul sur Charlotte Flair et Becky Lynch, parce qu'elles commencent à avoir des carrières très longues. Avant, je t'aurais dit Lita et Trish Stratus parce que c'est ce qu'on mettait toujours en avant et que c'est vrai qu'elles ont tout fait pour justement sortir de la condition dégueulasse des femmes de l'époque. Des femmes de l'époque. Même si elles ont fait des bras panties aussi et qu'elles ont dû galérer, elles ont refusé pas mal de matchs sans se faire virer, elles ont eu de la chance, on va dire. Donc avant, je t'aurais dit ça, mais maintenant avec le recul post-révolution féminine qui était foirax, mais que maintenant on y est très très bien, il y a eu une période, je rappelle que Becky Lynch était la plus grosse star WWE. Il n'y avait pas de débat, hein, au-dessus des hommes. Hein. C'est pour ça qu'on leur a donné un main event et qu'on a même mis Charlotte dedans pour le coup. Bien sûr. Même si ça a été un foirage ce match. C'était bien de prendre les deux là. Enfin, de prendre ces deux-là dans ma question. En fait, Becky Lynch, c'est un accident. Oui. Becky Lynch, c'était pas celle qui était prévue. Charlotte, c'était sûr que c'était prévu. Frédéric Flair, plus in-ring, plus machin. Elle avait tout pour que ce soit la plus grande star féminine. Becky Lynch, c'est un accident. Parce que pour eux, ça devait être Sasha Banks. Ouais. Je pense. Sauf qu'entre Sasha Banks, le fait qu'elle était dangereuse pour elle-même au niveau de son catch. Très fragile. Très fragile, elle s'était beaucoup blessée. Qu'elle avait un ego qui était pas contrôlable. Oui. On voit bien au niveau encore aujourd'hui même, hein, j'ai l'impression. Encore aujourd'hui. L'ego de Sasha Banks. Voilà, donc même si parce qu'elle avait des relations à cousine de Snoop Dogg, machin, et en fait ça permettait de mettre vachement ça en avant. Mais que au niveau de son mental, ça collait pas à la WWE. Elle est un peu trop électron libre, Sasha Banks. Et il y a eu la création du personnage de The Man, quoi. Vraiment qui a tout lancé. Avec l'accident où Nia Jax lui pète le nez. C'est ce que j'allais te demander. Ça a joué beaucoup ça aussi. Ça a joué énormément parce que ça a montré comme quoi elle était badass de fou. Elle a su jouer, profiter d'un accident
pour en faire de la pub à mort. Elle avait pas dit, toi, Charlotte, tu t'éloignes du ring pour t'aller refaire les seins, alors que moi, on me pète le nez, je suis quand même là. Oui, Quelque oui, chose comme ça. elle avait dit ça dans Elle une avait promo, dit des choses comme ça dans une effectivement. promo, alors, Et en fait, elle s'est totalement réinventée. Elle est devenue le style au féminin, comme on dit. Parce que vraiment, le terme The Man, alors que c'est une femme, c'est juste parfait. Et son comportement, et même on a vu dans les années récentes que même son mari s'est inspiré d'elle. ouais. Au niveau des tenues, des machins comme ça, parce qu'en fait, elle a compris qu'il y avait tout un paquet de trucs elle. Plus sa personnalité, on pensait pas que, avec son accent irlandais ultra fort, moi j'aime beaucoup l'entendre parler parce que j'aime beaucoup certains accents, j'aime bien, je trouve ça assez super agréable à l'oreille, et qu'en fait, elle était ultra forte en promo. Ce qu'on savait pas du tout à l'époque, et que même elle, je pense, ne le savait pas, elle a dû beaucoup s'entraîner. Et je te dirais que ouais, le duo plus important, c'est Charlotte Flair et Becky Lynch. Et des deux, entre Charlotte Flair et Becky Lynch, la meilleure catcheuse, La meilleure catcheuse, c'est Charlotte. c'est Charlotte Pour Flair. moi, il n'y a pas de débat. Et est-ce que tu considères même Charlotte comme la meilleure catcheuse de l'histoire du catch? Et américaine, hein. Ouais, tu connais mon point de vue, oui. Ouais, c'est... Pour moi, oui. Moi, je le connais, mais les gens qui Voilà, nous c'est écoutent ça. le connaissent Pour pas moi, oui, forcément. je sais qu'elle a beaucoup de haine, beaucoup de hits, parce que c'est souvent son booking ou la façon de l'utiliser qui gêne les gens. Mais en parlant de catch in-ring pur, elle est intestable. Elle est intestable. Il y en a d'autres qui vont sûrement la dépasser ou égaler son niveau, qui ont vraiment le potentiel. Même Rhea Ripley a le potentiel de vraiment donner un truc de fou. Mais comme on dit, on parle de catcheuses nord-américaines. Je parle pas des catcheuses de Joshi Pro-Wrestling qui ont un niveau déjà de base. Non, moi, on parle en américain. On parle américaine. Parce que Becky Lynch, elle sait très bien catcher, mais elle a pas, c'est plus elle, son aura, sa personnalité et tout ça. Qu'elle dégage que de son in-ring. Elle a un bon in-ring, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, loin de là. Mais Charlotte Flair, elle a un in-ring qui dépasse un peu tout, quoi. Le match qui aurait dû avoir à WrestleMania qui arrive, ou qui est passé quand vous allez écouter cette vidéo, les amis, ça aurait pas dû être Rhea Ripley et Charlotte Flair? Moi, j'aurais bien voulu le revanche, faire le troisième match entre les deux. Parce que là, la Rhea Ripley qu'il y a là maintenant, on l'a jamais eu à tel niveau. Bah, on a eu la confirmation de cette Rhea Ripley quand elle a battu Charlotte Flair la dernière fois. Ouais. Moi, j'aurais bien voulu, surtout que quand on voit ce qu'ils font en ce moment avec Tiffany Stratton et Charlotte, j'aime pas du tout. Mais ça m'aurait pas dérangé. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient pas. Moi, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un troisième match entre les deux. Et Puis là, surtout si on peut revenir aussi sur le foirage du main event féminin du seul. Vas-y. Je remets le contexte. C'est pas de leur faute. Je le dis bien, ce n'est pas la faute des... Alors, rappelle le match. Alors, le match, c'est un triple threat entre Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch. C'est le WrestleMania à New York. Ou dans New Jersey. Dans New Jersey. Juste à côté. Ouais. C'était l'un des derniers shows en fait, c'était juste avant qu'ils commencent à le faire en deux parties. Donc, du coup, c'est un show avec le pré-show qui a duré pratiquement 7 heures, presque 8, il me semble. On est en avril, à New York, Ikai. C'est ça. Et en plus, beaucoup de gens se sont retrouvés bloqués dans la salle à devoir rentrer limite à pied. Oui, parce qu'il n'y avait plus d'Uber, il n'y avait plus de bus. Plus de bus, plus de train, une horreur absolue. Donc, beaucoup de gens ont dit dans le public qu'ils en pouvaient plus crever de froid. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiance dans ce match. Parce que les gens, ça faisait 8 heures qu'ils étaient dans le froid. Parce qu'ils ont pris un stade ouvert. Alors que, oui, comme on dit, en avril, en New Jersey, le climat n'est pas agréable. Et il y a eu en plus ce que tout le monde se souvient, parce que le match est bon, hein. Moi, je vous conseille d'aller revoir le match pour voir le in-ring, parce qu'il est quand même bon. Mais souvent, on retient la fin. Et la fin, c'est un botch. C'est Ronda Rousey n'a pas les épaules au sol, et il y a un compte de 3. D'accord. Donc, du coup, ça a beaucoup gueulé, ça a dit que c'était de la merde, et je pense que la WWE, quand ils ont vu les retours, ils ont dit, niet, on mettra pour l'instant plus les femmes en main event. Oui, voilà, parce que ça peut revenir un jour. Ils l'ont en pré-main event, ils le font et tout, il n'y a pas de souci, mais par contre, ils veulent plus les mettre en main event. J'espère qu'un jour ce sera le cas, parce que beaucoup de catcheuses dans le roster ont vraiment le niveau, ont un niveau équivalent, voire supérieur à certains matchs masculins. Loin, bien sûr. Bien loin même. Bien sûr. Ah, c'est très très pertinent. J'aime beaucoup te questionner comme ça et te mettre un petit peu sur le grill. Ah bah là tu me mets au défi parce que je suis obligé de tout de réagir au quart. Mais c'est ce que je veux. On passe au niveau question suivante. Yes. Niveau suivant. Je pense au final boss. Le 13. Le 13, très bon numéro, le 13. Excusez-nous, on est quand même d'habitude toujours un peu malade. Est-ce que Y2J mérite un dernier run à la WWE avant de prendre sa retraite? Alors pareil, il y a quelques années, je t'aurais dit oui, et maintenant je vais te dire non. D'accord, alors pourquoi? Alors là, il est à la WWE, et en fait, les gens veulent plus le voir, parce qu'il y a eu pas mal de casseroles qui sont sorties, avec des catcheuses qui n'ont pas été prouvées ou des trucs comme ça. Quand on a l'impression qu'ils commencent à se, organifier, qui se triple chifise. Beaufise un petit peu, non? Non, c'est juste qu'en fait, pas il se beaufise, c'est juste qu'en fait, il prend un spotlight qu'il devrait moins avoir. Il se met beaucoup trop en avant,
il est dans l'oreille de Tony Khan qui le laisse faire tout ce qu'il veut. Donc c'est bien, c'est parce qu'il crée des nouveaux persos et tout. Sur ce côté créatif, ça reste du bon. Mais là, en fait, maintenant, il est fatigant, quoi. Il commence à être âgé, donc le in-ring, il est toujours bon, mais on voit qu'il fatigue. C'est plus le même Jericho qui a Le 25 ans, Jericho, c'est même s'il est normal. il est toujours bon, mais en fait, il est dans des storylines qui sont pas importantes, et je vais utiliser un terme qui ne vient pas de moi, c'est un aspirateur à overness. D'accord. Donc en fait, il est censé mettre en avant d'autres moins connus, genre sa rivalité avec Hook, le fils de Taz à la WWE, en fait, ça a servi à personne, voire ça a absorbé tout le fun qu'on aurait pu avoir d'une rivalité comme ça. Et c'est parce que en fait, ces casseroles sont sorties et le public veut plus le voir. Donc peut-être que s'il revenait à WWE, comme le public mainstream est moins au fait de ça, peut-être on s'en rendrait pas compte, mais ça gueulerait dans les réseaux sociaux. Et puis de toute façon, il pourrait plus arriver à la WWE en étant un main eventer en fait. Non, bah non. Quoi qu'il arrive, ce serait un. Ça lui donnait peut-être un dernier match, un truc comme ça pourrait être intéressant. Mais je suis même pas convaincu. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, c'est dommage parce qu'en fait, il ternit un peu sa réputation et sa carrière, alors que pour moi, comme je le rappelle, c'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps. Ah bah toi, il est dans ton top 3, top Ah oui, 5, oui, facile. oui, Toi, oui, je sais que tu m'as sûr. toujours dit avec lui. Sûr, je suis vraiment un gros fan de Y2J. Mais on va dire, c'est les problèmes de la WWE, quoi, entre celui qui dirige le booking et que les grosses stars, en fait, qui sont souvent des anciennes WWE, font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont vraiment aucune limite. Et ben, ça se paye, en fait. Ouais, bah bien sûr. Parce qu'en fait, il faut quand même avoir un minimum de contrôle, je pense, dans une fédération de catch. Ça doit pas être les catcheurs qui doivent se décider de tout eux-mêmes. Bah sinon, tu te retrouves à la WCW. Tu te retrouves à la WCW. Et moi, j'ai toujours peur parce que la WWE font pas du tout le même produit que la WWE. Je suis désolé, je fais un petit aparté. C'est bien, vas-y, Ils font pas du tout le même produit. Moi, c'est un produit qui me plaît quand ils font leurs affiches, justement, parce que dans les matchs, ils vont t'envoyer du pâté. C'est vraiment du pur in-ring. Par contre, tout ce qui est autour, au niveau des storylines et au niveau de la continuité, c'est depuis pratiquement un an, là, ça se casse bien la gueule. Donc tu sais, quand il y a quelques semaines, Eric Bischoff a... Messiah est malade. Désolé, excusez-le. J'espère que vous n'avez pas les écouteurs trop forts. Ouais. Contrôle ta trompe. Comme dirait Adi. Alors non, mais du coup, voilà, Eric Bischoff avait dit que la WWE, il y avait beaucoup de choses dans le booking qui allaient mal. Il s'était fait un petit peu insulter sur les réseaux sociaux et tout. Il a pas dit que des conneries. Non, en fait, il a pas tout à fait tort. Bon, après, c'est juste que les gens l'insultent, c'est parce qu'il est gonflé de parler de mauvaise gestion de stars et de booking par rapport à ce qui s'est passé à la WCW. Mais en fait, justement, comme c'est lui qui est l'instigateur et l'un des responsables de ça, il se rend bien compte des défauts. Voilà, c'est peut-être justement celui qui est peut-être même le plus légitime Voilà, pour en parler. alors que la WWE, pendant un moment, on n'arrêtait pas de comparer tous les défauts de booking qui ressemblaient à de la WCW avant sa mort, et qu'en fait, il y a eu un regain avec le départ de Vince, plus le bon côté créatif et la façon dont ils utilisent leur argent, font qu'ils sont périns dans le temps, ils sont tranquilles. Alors que la WWE, c'est toujours c'est la direction d'un seul mec, Tony Khan, qui a l'argent de son père Sheikh Khan, donc du coup, ils ont de l'argent à plus savoir qu'en foutre. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est un fan de catch qui book une qui fédération. Book une grosse fédération. Et en fait, c'est pour ça que ça ira jamais plus loin. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont plus ou moins compris que, par contre, ils ont pas le même produit. Donc, tout ce qui est sur le in-ring et tout, il faut qu'ils continuent à être en fait une plateforme. C'est comme une plateforme indépendante, mais aux yeux mainstream. On va dire ça comme ça. Ça, c'est une bonne chose. C'est bien ça. Ouais, c'est une bonne chose. Mais c'est au niveau, il devrait ne pas booker lui ou demander au catcheur de se booker. Il devrait quand même avoir une équipe de bookers, de scénaristes, avec des gens qui donnent plusieurs leurs idées et tout ça. Et je pense qu'il devrait se tourner vers là. Après, je suis qui pour donner des conseils à Tony Khan? On est d'accord. On n'a pas le même pognon. On n'a pas le même pognon. Ok. Je ne serais pas là sinon. Ah non, on serait pas en train de vous parler, on serait sur à Punta Cana, tranquille. Je te laisse prendre le numéro suivant. Yes. Ça va, ça te plaît pour l'instant, ce J'aime petit beaucoup. concept là, c'est bien. Hein. Le 6. Le 6. Je suis en train j'ai fait 3 de mes numéros phares du casino. À la roulette que je tire d'affilée. Alors là, attention. Est-ce que Ryback, c'est pas le catcheur qui s'est le plus torpillé tout seul, alors que c'était, entre guillemets, le plus facile à booker? Ouais, franchement. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est le mec, il a eu besoin de personne pour se couler. Ouais. Après, le booking l'a pas aidé. L'a pas aidé, ok. Parce que justement, on doit refaire un rip-off de Goldberg. Il y avait de l'idée, mais en fait, c'est pareil, la continuité sur le booking a été compliquée. Mais il a eu des bonnes storylines, il a vraiment été mis en avant. Vraiment été mis en avant. Mais ouais, c'est ça, je vais paraphraser notre inspiration de podcast. Ça se voit qu'en fait, il y a au niveau du QI. Mais c'est négatif. C'est très négatif ce que je vais dire, mais au niveau de ce qu'il a dans le cerveau, ça vole pas très haut. Moi, pour moi, il y a deux catcheurs qui ont l'air d'être, je suis désolé, hein, c'est peut-être, j'espère que vous n'êtes pas fan de ces deux mecs-là, qui ont, j'ai l'impression,
un raisin à la place du cerveau, c'est Enzo Amore et Ryback. Ouais, franchement, ouais. C'est vraiment des mecs qui avaient quand même tout pour réussir. Parce que Ryback avait quand même tout pour Il réussir. avait tout pour réussir. Je parle pas d'être la nouvelle star générationnelle. Ah, mais il aurait pu être un main eventer solide parce qu'il Voilà. était longtemps dans le main event. Voilà. C'est un physique de fou, furieux. Les gens, mine de rien, même si au début on chantait Goldberg et on pensait que ça prenait pas, les gens chantaient Phil Mimore. Hein. Rappelez-vous, hein, ça marchait. Bien, ouais, ça marchait bien, sa gimmick et tout ça. C'était vraiment... En fait, quand on regarde, c'était bien. Hein. Mais après, il s'est pris la tête avec tout le monde en veston, Avec tout le monde, il a eu la grosse affaire avec CM Punk. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que quand il s'est fait licencier après sa descente aux enfers, il a commencé à parler sur Internet. Et c'est là où on s'est rendu compte que, ouais, non, en fait, c'était pas un bon cheval sur lequel il fallait se mettre dessus, quoi. C'était ouais. C'est, je trouve, sur certains points, sans toutes les insultes envers les homos et tout ça qu'a fait l'Ultimate Warrior, mais c'était un peu la même chose, quoi. Des catcheurs complètement lunaires quand ils parlent des trucs où tu... C'est ça, mais lui, c'est suivre. devenu un sketch, et pour montrer à quel point c'est un sketch et que c'est un idiot, et que il a même pas pu continuer sa carrière alors qu'il essaye, genre il a fait comme de l'Ultimate Warrior, comme tu parles là, il a changé son nom, hein, Ryback est sur sa carte d'identité maintenant. Ah, je savais pas ça. Bah, il a fait ça. Hein. Ah, j'ai pas fait exprès quand j'ai parlé de l'Ultimate Warrior. Ah ouais, non. Ah, on sent le... Ouais, voilà, c'est l'inspiration, quoi. Il s'appelle Ryback. Et en fait, c'est magique. Quand on regarde, qu'est-ce qu'il a fait après la WWE? Bah rien. Moi, je l'ai vu nulle part. Et bah je te confirme, il a été nulle part. Parce que personne n'en veut. Personne n'en veut. Donc ça prouve bien notre fait, en fait. Mais alors que lui, je trouve que ça aurait été tellement simple. Il était facile à bouquer. S'il était moins con, il était facile à bouquer, mais de ouf, quoi. Ouais, tu viens, tu lui fais casser une tête, tu le fais repartir. Ouais, bah c'est ça. Mais la WWE n'avait pas voulu le faire et lui était peut-être et après aussi, c'était à l'époque où John Cena était encore bien au sommet et qu'en fait, quand on a voulu le mettre en main event, il fallait faire tourner il face à John Cena. Ouais, oui. Après, je trouve qu'en plus, leurs matchs sont pas mauvais. Hein. Non, mais moi, je me rappelle de l'histoire avec les Survivor Series, quand il doit rejoindre une des deux équipes, il spire Cena dès le début du show. Enfin, c'était... Ah bah, c'était le booking de l'époque, quoi. Ouais, c'était lunaire. Hein. Ouais. Mais bon, lui, moi, je considère que pour moi, et c'est pour ça que je t'ai posé cette question, que c'est celui qui s'est raté le plus tout seul à la... Ah bah, c'est surtout qu'il aurait pu avoir un truc post-WWE, ça veut dire qu'après son départ de la WWE, il aurait pu se reconstruire peut-être à la TNA ou en circuit indépendant, machin, et revenir. Et revenir comme beaucoup ont fait, comme Drew McIntyre, Cody Rhodes, tout ça. Lui, il s'est grillé de partout. Non, mais c'est ça. Juste parce que il ouvre sa gueule, mais en plus, il est pas pertinent, quoi. Ouais, voilà. C'est une catastrophe, quoi. C'est ça. Et parce que lui, on n'aurait jamais pu faire un épisode complet. Alors, on va avoir un épisode sur la Nexus, on va en parler forcément de lui. Mais lui, je trouvais que pour moi, c'est vraiment le mec qui correspond le plus à cette image-là du catcheur neuneux, quoi. Ouais. Et oui, on me donne pas ce que je veux, mais d'un autre côté, même si on te le donne, tu le verrais pas qu'on te le donne, quoi. Exactement. Non, mais c'est lunaire. Ouais, le poil, j'ai bien aimé. Ouais, moi, je voulais mettre un petit point. Attends le numéro 14, tu vas kiffer. Ouais. Le numéro 16. Ah, j'y ai cru. Peut-être cru. Alors, est-ce que si, justement, t'en as parlé un petit peu avec Eric Bischoff tout à l'heure, est-ce que si les stars de la WCW, notamment la NWO, avaient été mieux contrôlées, est-ce que la WCW aurait survécu un peu plus longtemps? En fait, c'est un tout. C'est le contrôle des stars. Le problème, c'est contrôler Hogan, ça aurait été compliqué. De toute façon, Hogan, il leur a mis la douille dès le départ, avec son contrôle créatif, de toute façon. Mais alors là, je te parle pas de trucs financiers, je te parle juste si on avait dit à ces mecs de la NWO, c'est bon les gars, bon, on va essayer quand même de vous mettre contre vous des nouveaux catcheurs, on va essayer de mettre... Ah oui, une vraie gestion. Une vraie gestion. Et que Bischoff ne serait pas devenu un boys. Voilà. Là, on est sur du fantasy un complet. Terrible. Est-ce que tu penses que ça aurait vécu un peu plus longtemps? Et est-ce qu'elle aurait même pu... je pense qu'au final, c'était la WWE qui aurait coulé. Carrément, s'ils avaient eu justement cette continuité. Après, ou ça aurait été deux fédérations qui tiennent l'une contre l'autre, parce que on aurait quand même eu Steve Austin, je pense, et qui aurait fait qu'il y aurait eu le boom. Mais la WCW aurait pu continuer et pas se couler, quoi. Ouais. Parce que s'il y aurait eu le contrôle et la création de nouvelles stars et une vraie continuité, encore une fois, dans le booking et dans l'évolution de la fédération, ils avaient tout pour eux. Parce que je rappelle que c'était à cette époque des Monday Night Wars, la plus grosse fédération du monde. Parce que le problème, c'est que... Parce qu'ils touchaient l'international, il y avait l'argent de Turner, donc ils étaient super bien niveau argent, tout fonctionnait, toutes les chaînes de télé, les voulaient. Les voulaient. Je rappelle qu'à l'étranger, même en France, on n'avait plus la WWF, c'était devenu la WCW. Canal Plus avait repris la WCW. Ils se déplaçaient dans le monde entier. Ils étaient les premiers. Ils avaient tout pour être toujours les premiers s'il y aurait pas eu toute la merde qu'il y a eu, quoi. Le problème, c'est que la NWO a fait monter uniquement Hall, Nash et Hogan à chaque fois, quoi. La NWO.
C'est ça en fait. NWO a fait monter la NWO. Parce qu'il faut bien se Il y a eu dire. des coups d'éclat avec des records de NWO comme DDP, Booker T, des trucs comme ça, mais Booker T c'est à la fin, donc À la fin, c'est déjà fini. c'est déjà la mort. DDP, à la base, il voulait pas en faire un catcheur. Ouais, Goldberg, c'est une étoile filante. c'est l'étoile filante. C'est un coup de bol pas possible. Donc finalement, Et qu'ils l'ont coulé lui. oui, ils ont réussi. Et la NWO finit par le couler. C'est De pas dommage. miser sur Ric Flair. C'est dommage qui était encore l'une des plus grandes stars, Là, les plus c'est appréciées les de l'histoire. deux qui ramenaient le plus d'argent, c'était Goldberg et Ric Flair à une Ah époque. ouais. Et c'est les deux qu'on faisait passer pour des gogoles. C'est dommage parce que ça aurait laissé alors ça aurait peut-être fini par mourir parce qu'il y a toutes ces histoires de télé avec Ted Turner qui quitte. Mais je pense que quand il y a eu la fusion d'Away, qui est une des pires fusions de tous les temps, peut-être que là, ça aurait quand même coulé Voilà, oui. post la fusion, pas au moment de la fusion. Parce qu'au moment de la fusion, je rappelle que ils en voulaient plus. Ah oui, Parce qu'en voilà. même temps, ça coûtait du pognon de dingue, c'était un déficit complet, et qu'ils ont dit en plus, ça touche pas un public, on peut avoir des sponsors, des trucs comme ça, donc du coup on le jarre. Mais ce qui a bloqué aussi, c'est que pour sauver la WCW de ce qui l'a coulé, à savoir la NWO, tu refais une NWO. Bah ça c'est la masterpiece de Russo. Le ça. problème, c'est qu'il est là aussi. Ouais. Si tu avais peut-être, si cette NWO, déjà, elle aurait dû finir par se séparer à un moment ou à un autre, et Oui, ensuite, l'arrêter complet. tu t'emmenais vers des nouveaux catcheurs, ça aurait été super, et ça aurait peut-être justement permis de perdurer dans le temps. Et surtout d'aurait pu faire confiance au Mania Midget, les Eddie Guerrero, les Chris Benoit, les Chris Parce que c'est Jericho. aussi, ils seraient peut-être pas partis vers la WWE, Ouais. tous ces mecs-là. C'est ça, Bichot aussi. Ouais. Donc c'est là c'est un what if terrible, ça veut dire toute une réécriture quoi. Ce serait marrant d'écrire un bouquin ou un truc où on refait tout. La WCW, Bah, voir écoute, comment ça serait passé. Prochaine saison, on refait tout ça. Non, je rigole. Mais intéressant quand même, Super intéressant. cette question. Merci. Tu vois, je me suis bien débrouillé, hein. Ouais, Pour un j'avoue. truc où je te prends sur le grill Ouais, comme ça. ouais, t'as fait ça longtemps. Ouais. Ouais, tranquille. Le numéro 1. Le number one. Alors là, c'est une petite question que je vais te poser comme ça. Tu réponds. D'après toi, qui est dans le roster actuel, qui est la future star de la WWE? Ouf. Alors là, je te demande, dans le roster actuel, ne va pas me chercher des catcheurs qui pourraient, tu vois, venir ensuite. Donc même pas, je touche pas NXT. Alors NXT, ça fait partie de la NXT, je WWE. suis pas assez, mais Moi, j'aime beaucoup Braun Baker, par exemple. bah logiquement, c'est ce que j'allais te répondre. En gros star masculine, forcément, je te dirais Braun Breaker. Ouais. Parce que il a tout. Ouais. Il a tout, il a l'héritage, il a le catch, il a la gueule, il a un physique. Il est un peu petit, mais comme les gens ils sont de plus en plus petits dans le catch, c'est pas dérangeant. Donc sa taille, moi, c'est toi qui me dis qu'il est petit, sinon j'avais jamais remarqué qu'il était petit, entre guillemets, tu Parce vois. qu'il dégage tellement de puissance. Ah, c'est ça, il dégage de la... Il dégage tellement de puissance. Donc ouais, le choix facile, je vais pas t'en donner un autre, je vais te donner aussi Braun Breaker. Et en féminin, Ouais. beaucoup de gens diraient Julia, mais Julia, je pense qu'il faut vraiment qu'elle s'américanise au taquet. Ok. Ce qui n'est pas encore le cas. Je te dirais bien Stephanie McMahon, Ok. Qui est actuellement... championne nord-américaine, Ok. à NXT. C'est la catcheuse chilienne. Oui. Et en fait, elle a aussi un packaging de ouf, de fou furieux. Donc, et un catch de fou furieux, une gueule, elle a tout. Donc, elle, je la verrais bien vraiment monter très très haut. Et l'autre nom, parce que elle va commencer à devenir main roster et tout ça, j'espère qu'il ne faut pas la foirer, c'est Roxanne Perez, Ok. qui est aussi sublime, quoi. Et moi, j'ai vu un catcheur qu'on parle beaucoup, enfin qu'on parle beaucoup. Moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais j'en entends beaucoup parler aussi, c'est le catcheur nigérian, Obafemi. Ah, Bafemi, c'est un bon Golgoth, hein, pour le coup. Il dégage aussi une sacrée puissance, une sacrée force. J'aime beaucoup son apparence, j'aime beaucoup son physique, et en plus c'est quelqu'un qui n'est pas catcheur de base du tout. Parce Ouais, qu'il c'est vient du projet où il recrute des sportifs. athlètes et des sportifs. Je crois qu'il est lanceur Lanceur de poids ou lanceur de poids ou de disque, je sais plus. Et en vrai, il y a moyen d'en faire quelque chose de ouf avec lui aussi. Et peut-être même d'avoir, parce qu'il y en a eu très peu, et ce serait bien une star afro-américaine vraiment élevée. Bah là, tu partirais même sur une star africaine, là, pour le coup, Africaine. ouais. Donc, parce que lui aussi, il a un packaging vraiment. Ouais, il est pas mal, hein. J'ai regardé un peu quand j'ai entendu parler, j'ai peur. Comme on fait de l'actualité, le partenariat avec la TNA lui permet là d'affronter une autre star afro-américaine qui est aussi d'origine nigérienne, il me semble, qui est Mousse, que j'aime vraiment beaucoup, qui a toujours eu son parcours à la TNA en circuit indépendant, qui est un très bon catcheur. Je pense que de mettre les deux ensemble, ça va lui apprendre beaucoup. D'accord. Parce que Mousse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est pas le meilleur catcheur de tous les temps, mais il est très bon. Il sait ce qu'il a à faire, surtout. Et ça peut lui faire gagner Et ça peut lui faire donner beaucoup de crédibilité, parce que c'est aussi un bon Golgoth. Donc pour l'instant, Obafemi, il est à la TNA, c'est ça, hein. Non, il a l'NXT. À NXT, ok. Voilà. Ok. Et là, il va affronter Mousse, qui
qui fait partie des champions TNA. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est bien. C'est bien. Bah, Gunther, je le savais parce que, Braun Breaker, je le savais parce que j'aurais répété pareil. Ouais, bah oui, parce que c'est J'adore ce mec. J'adore ce mec et je le trouve tellement impressionnant. Et c'est ouf comme quoi c'est le fils de Rick Steiner, mais qu'il a pratiquement tout son oncle, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Tant mieux. Numéro suivant? Numéro suivant. Allez, vas-y. Le 8. Alors, le numéro 8, que j'aille sur le truc. Alors, est-ce que c'est vraiment Jinder Mahal le pire champion du monde ever, ou est-ce que pour toi il y a eu pire que lui? Il y a vraiment eu pire. Parce que je sais que lui, c'est souvent dans les discussions, dans les trucs. Ouais, bah surtout que considère comme un... j'accepte vos tomates et vos machins. Je l'ai glissé subtilement dans une de nos anciennes émissions. Donc je vais le dire clairement. Jinder Mahal, c'est un peu une de mes Madeleines de Proust. Ouais. En fait, le gros problème de Jinder Mahal, on va commencer par le négatif. In-ring, il est nul. Ok, ça c'est fait. Il est nul. À NXT, dans le couronnement du premier champion NXT face à Seth Rollins, à cette époque, il n'était pas trop mauvais. Le problème, c'est que il y a eu, je pense, des prises de stéroïdes et le fait d'avoir fait son physique. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas suivi son entraînement, on va dire. Qui n'a pas suivi le fait de s'améliorer. En fait, il est resté à son niveau. Il a fait le physique, le physique a progressé énormément, mais le talent in-ring, c'est toujours resté le même. Ouais, bah je te donnerai l'anecdote pourquoi on l'a passé en main event. Vas-y. Il y a une anecdote, c'est en fait, déjà il marchait à bien, ça change pas. Et c'est qu'en fait, il essayait de sortir un peu du low card, tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'il voyait Vince, il lui faisait des prouesses athlétiques. Genre, il faisait des pompes devant lui, des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, Vince, il a dit, wow, futur champion. Et futur champion. Et futur champion. Et en fait, c'est ouf, hein. C'est juste parce qu'en fait, le gars, il montrait qu'il avait un physique de ouf, comme, ce qui est vrai. Non, mais son physique, il est... Vu que McMahon, il aime bien les muscleman, voilà, ça a marché grâce à ça. Par contre, moi, mine de rien, j'ai bien aimé ce run de champion du monde. Pas pour les matchs, parce que les matchs sont pas bons, hein, je peux pas le... Mais pour ce qu'il y avait autour? Tout ce qu'il avait autour, je trouvais qu'il a un certain charisme, je trouve. Oui, ça c'est vrai. Son entrée en Modern Day Maharaja, quand il avait les cheveux longs, parce que dès qu'il s'est coupé les cheveux, je trouve en plus il s'est relevé lui-même du charisme. Quand il avait les cheveux longs, le turban, qui rentrait avec les deux Bollywood Boys, le tapis qui se déroulait sur le ring, lever les mains au ciel et tout ça, je trouvais qu'il pétait la classe. Tout le packaging était tout le bien. packaging, en fait c'est ça, en fait c'est pour ça que c'est une de mes Madeleines de Proust, parce que je trouvais que tout le packaging était bon et que toutes ces storylines se tiennent. Le problème c'est qu'il y a des matchs derrière, c'est ça le souci. Mais pour moi c'est pas le pire champion de WWE. Il fait partie de ces catcheurs qu'une fois que la cloche sonne, tu peux changer de chaîne. Tu peux changer de chaîne, ouais. Et revenir à la fin. Parce que là, je vais mettre un tacle, alors que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais par rapport à ce qu'il a mangé. Quand on regarde au niveau du pognon reçu, si on parle que du pognon, Kevin Nash était un moins bon champion que Jinder Mahal. Oui. Si on fait un peu l'équilibre. Tu parles d'argent, là. On parle d'argent. Kevin Nash, c'est un très bon catcheur, il est charismatique de fou et tout ça. Mais son run de babyface où il le met champion du monde, c'est pas terrible. C'est 95. 95, c'est pas bien. Hein. Ouais. C'est pas bien. S'il affronte pas Shawn Michaels. S'il y a pas et encore Shawn Michaels qui le torpille. Qui le torpille lui-même en plus, ouais. Qui le torpille son pote, ouais. C'est ça. Donc du coup, il y en a eu d'autres, hein, des champions qui étaient vraiment pas terribles. On se demande pourquoi on leur a donné le titre, quoi. Lui, quand tu dis pas terrible, on est d'accord. Quand tu parles de Kevin Nash, tu parles pas de ses qualités in ring. Attention, Messiah va se moucher, les amis. Excusez-moi. On est d'accord, tu parles pas de ses qualités in ring là, tu parles vraiment de l'argent rapporté. Oui, l'argent rapporté. In-ring, Kevin Nash, il a eu, c'est parce qu'il avait des bons adversaires, mais in-ring, il est pas terrible. Ah bah de toute façon, je vais reprendre le petit troll qu'on dit sur lui. Le plus gros bump de la carrière de Kevin Nash, c'est le figure pop doom. C'est parce qu'il voulait pas bumper. Oui, c'est ça en fait, ouais. C'est ça la différence. Mais il y en a eu d'autres, des champions vraiment médiocres, ou vraiment qui étaient pas très suivis, ou qu'ils auraient peut-être pas dû. Le Miz peut-être par exemple. Ouais, le Miz. Pas le Miz quand il est champion pour le remercier, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Mais je parle en termes d'argent rapporté. Le premier run, je t'avais dit qu'il n'était pas si mauvais et machin, mais par exemple Jack Swagger. Ouais. Jack Swagger, c'est très discutable. Vraiment, en plus, comment ils ont suivi le run, de le faire perdre tout le temps et tout, c'était pas terrible. Mais après, au moment de Jinder Mahal, la WWE, elle est sur une politique d'ouverture au monde. Oui. Et le marché indien qui représente plus d'1 milliard. Mais par contre, de ce que j'ai entendu, les retours, et j'ai lu ça, c'est qu'en fait, ça n'a pas marché. En Inde? Ouais, ça n'a pas marché plus que ça. D'accord, ok. Pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, pas autant qu'Agret Kali. Ah ouais? Et ben voilà, j'ai un autre exemple. Pourtant, en plus, c'est la même raison de base. L'une des mêmes raisons, donc pour le marché indien, Agret Kali est l'un des pires champions ever.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que lui, il pouvait rien faire. Oui, lui, il pouvait même pas catcher. Il avait l'apparence et tout ça, mais de l'avoir donné champion, c'était une bêtise pour moi, quoi. Parce que le Great Khali, je me rappelle que quand je le vois arriver, je me dis, waouh, le mec, le monstre. Physiquement et tout, on en a parlé hein, dans C'est une ça, et vidéo. après, le problème, c'est que la cloche sonne. Et là, tu te rends Ah, là, compte c'est que le le plus- gars, il est pas bien. Encore dit normal, il y avait des storylines intéressantes. Le Great Khali, je suis pas sûr qu'il y avait grand chose. Non, 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 non. C'est dommage. Et il perd le titre en un éclair, je crois, Jinder Et Mahal. il le perd à SmackDown face à AJ Styles avant les Survivor Series. Parce qu'après, c'était le Survivor Series, vous avez fait tous les champions allaient s'affronter. Oui, et du coup, ils allaient pas mettre Jinder Mahal contre Brock Lesnar. Après, il aurait fallu aller jusqu'au bout de ton idée dans un sens. Hein. Ouais, mais là, il fallait redonner le titre à AJ Styles, qui était le champion le plus légitime. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bah, c'est bien. Après, au moins, ils auront essayé. ils ont essayé. Mais, comme je dis, moi, c'est une de mes Madeleines de Proust, dans le sens que j'aimais bien le packaging et tout Ouais, ça. c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Mais, c'est quand même l'un des pires champions. Ah ouais, d'accord. On va quand même Donc, dire que c'est quand même l'un des pires champions. Aujourd'hui, on peut comprendre les critiques Bien qui sûr. sont amenées face à lui, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok, parfait. Je te laisse tirer un numéro suivant. Oui. Allez, vas-y. Eh ben, tiens, le 14. Alors, le 14, attention. Alors là, les amis, pour moi, c'est la question la plus importante de toute l'histoire de cette, de la chaîne, même, je dirais. Je sais pas de quoi tu vas parler. T'es prêt? Je suis prêt. Titus O'Neil ou Shockmaster? Oh punaise, c'est dur, hein. Alors, est-ce qu'il vaut mieux la gamelle? Alors, la gamelle du Shockmaster, les mecs, si vous l'avez jamais vu, faut aller voir. Faut aller voir, c'est l'un des segments les plus marrants. Et le mec, en introduction, il était déjà foutu. C'est Ça s'est arrêté. Tapez Shockmaster sur YouTube, ceux qui connaissent pas. Bon, Ryan, je pense que tu connais parce que t'aimes retrouver la man Young. Ah Tu oui, connais. ouais, encore bravo pour ça, hein. Mais le Shockmaster, allez voir cette vidéo, elle est exceptionnelle. Et la chute de Titus O'Neil Au Greatest Royal Rumble. où il finit sous le Il ring. finit sur le ring où il court, il se ment. Et en plus, il se blesse, t'es au courant? Oui, oui. Qui se fait une torsion des testicules Ah, en tombant. en tombant, puis il se tord les testicules en tombant. Ah, la vache. Et ils l'ont mis en boucle, en boucle, en Ah, boucle. elle est magique. T'as Michael Cole, il arrivait même plus à commenter, hein. Non, mais je pense que moi, déjà, faut savoir un truc, c'est que quelqu'un qui se casse la gueule, je suis mort de rire. Oui. Même si c'est une grand-mère, hein, je pleure. Ouais. Mais là, le Shockmaster, quand même, c'est quelque chose. Ah, le Shockmaster. Ah, franchement, je peux même pas te dire, parce que les deux sont exceptionnels. Alors, il y a c'est deux Sting. des plus gros Le gars. Shockmaster, c'est il y a Sting qui vient. Il doit affronter pour un wargame ou je sais plus. Voilà, on est sur une espèce des d'émission. Hein, c'est pas sur un ring. Et il doit révéler son partenaire mystère. Voilà, il dit mon personnage mixtaire, you call me the Shockmaster ou quelque chose Et comme là, ça. en fait, le mec était censé passer à travers un mur avec une explosion. Alors déjà, en fait, le mur explose, il y a l'explosion, sauf qu'en fait, il a pas vu la marche, qu'il devait lever la jambe. Du coup, il se dégomme le crâne, le premier par terre, et même, on en a parlé en off, c'est qu'en fait, même l'idée était pourrie, parce que le gars a un masque de Stormtrooper à paillettes. Allez le Star voir. Wars. Allez le voir, les amis. Franchement, vous allez le voir. Je veux que tous ceux qui vont voir la vidéo du Shockmaster à cause de notre vidéo, vous mettez un petit pouce En l'air. dans les commentaires. Ouais. Elle est magique, cette vidéo. Ah ouais, c'est l'une des pires introductions de personnages. Moi, c'est ma gamelle préférée. Je préfère celle-là à Titus O'Neil. Ouais, je pense aussi. Parce qu'elle est tellement, Plus mythique. c'est tellement mythique, ouais. Mais pauvre Titus O'Neil, quand même. Ouais. C'est quand même, c'est goldé, quand même. Ah, la vache, les testicules, ça doit le sentir passer quand même. Mais le truc, c'est qu'en plus, le gars, il a été vraiment tout droit et qu'en tombant, il glisse jusqu'au fond. Il a croisé en dessous gueule sur le ring. Ah, sûrement, il a été lui emprunter 2-3 trucs, quoi. Ah, c'est magique. Tiens, ça, c'était ma question préférée. Voilà, c'est bon, on peut finir l'émission. On repasse dans du sérieux? On Peut-être repart dans pas, du sérieux. peut-être pas, Non, ça. là, c'était vraiment le plus gros troll de l'émission. Le numéro 10. Le numéro 10. Ben justement, tiens, pourquoi la WWE a attendu autant de temps à faire un partenariat avec la TNA? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée déjà? Bah, c'est normal que ça ait mis autant de temps parce que sur l'ère de Vince, il y a que la WWE qui existe et le reste, il en a Ils rien voulaient à pas foutre. savoir la TNA. Et s'il pouvait, il pouvait tous les couler, hein. Ouais. Voilà. Et en fait, là, c'est Triple H qui s'ouvre au monde. Parce que lui, il aime le catch, il est fan de la WA, des territoires et tout ça. Donc, aller faire des partenariats avec d'autres fédérations, je pense qu'il y pense depuis très longtemps. Depuis qu'il est officiel, il y pense. Enfin, il va chercher d'autres fédérations qui ne sont pas considérées comme des rivales de la WWE. Lui, il par va pas prendre la WWE, il va pas faire un partenariat Ouais. avec eux, ça c'est clair et net, parce que eux, ils sont ouvertement concurrents. Ouais. Mais toutes les fédérations qui peuvent faire monter et qui leur permet en même temps de faire peut-être un territoire de développement, aider ses propres stars, c'est tout bénef. Franchement, c'est tout bénef. Là, quand tu vois l'accueil, ce qui s'est passé avec les Hardy Boys, par exemple, Ouais, bah oui. tout récemment, là, à NXT et tout,
C'est super de pouvoir justement faire venir ces mecs-là alors qu'ils sont sous contrat avec la TNA. Exactement. C'est génial. Ce partenariat-là, et la TNA était aussi intelligent pour stopper son contrat avec la AEW pour prendre celui de la WWE, parce que déjà niveau argent et niveau médiatisation, c'est mieux pour eux. Et aussi, on va croire que j'aime pas la AEW, alors que pas du tout, quoi. Ah non, il est fan de la AEW. Ouais, j'aime vraiment bien. Mais la AEW, tous les partenariats qu'ils ont fait, c'est les fameuses portes interdites, ce terme-là, en fait, ils vampirisent. En fait, ils s'en servent que pour eux, et c'est ça qui me gêne. Quand ils se sont servis de la TNA, ils ont bousillé la TNA. En fait, ils pensaient qu'à eux. Et ce qui m'a tué, et heureusement que maintenant ils arrivent à se relancer à New Japan, ils ont défoncé à New Japan, entre guillemets. Parce que même le show du lendemain du Tokyo Dome, c'était un show en partenariat avec la AEW, c'est limite, on avait l'impression que c'était plus important que Wrestle Kingdom. Et c'est des trucs qui me gênent, en fait. C'est vraiment, de faire un partenariat, c'est cool, de mettre en avant les deux fédérations, mais la AEW, ils ont eu tendance à se mettre en avant eux, et pas leur partenariat, quoi. Et moi, ce que j'ai bien aimé, ce que j'aimais dans ce partenariat, c'est que j'ai l'impression, après tu vas me dire peut-être que j'ai tort, c'est toi qui vas me dire, mais moi je l'ai souvent vu dans les Rumble, quand ils ont fait venir des catcheurs ou des catcheuses notamment de la AEW, de la TNA, ils les ont jamais pris pour des cons, entre guillemets. Ils ont toujours eu, quand ils sont venus à la WWE faire le Royal Rumble, par exemple l'année dernière il y avait Jordan Grace. Ouais, elle était pas là cette année, parce oui, mais là, cette année, maintenant, elle a signé, mais l'année il y dernière. avait eu Mickey James une première fois. Et ben, c'était, ils les ont pas pris pour des faire valoir. Non, pas du tout. Une C'est ça que j'aime bien. Intéressante dans le. Et on le voit bien à NXT. Ouais. On les met en avant. Et on fait des vraies rivalités face à eux. Même là, les Hardy ont gagné leur match. Et oui, ça, voilà. ils se dirigent vers les champions NXT, où, Joe Hendry, cette année, se fait éliminer par Roman Reigns. Tu peux te dire que c'est normal de te faire éliminer par Roman Reigns, tu vois. Et même de laisser les catcheurs aller faire d'autres trucs ailleurs, de laisser Nakamura aller à la Noah plusieurs fois. AJ Styles aussi, je crois. AJ Styles, Yoskai aussi qui a été. D'avoir aussi laissé Shayna Baszler aller au George Barnett Blue Sport à la GCW. Donc de laisser la liberté à certains catcheurs qui sont pas forcément bien mis en avant dans les shows de dos, et de les laisser aller faire ce qu'ils savent faire avec peut-être leurs amis et leurs partenariats d'époque, quoi. Donc je trouve ça génial. Homos, le parcours d'Homos à la Noah, il est pas banal, hein. Il est pas mal, et ça va lui permettre de revenir un peu plus fort, peut-être. J'espère qu'ils arriveront bien à s'en servir, parce qu'il a vraiment eu un bon run, et en plus il a été affilié au nouveau clan dominant de la Noah avec le champion du monde de la Noah, donc Team 2000, et il a été champion par équipe, et en plus il a donné son titre par équipe à un des gars du clan. Donc il l'a même pas perdu. Donc en fait ils s'en sont servis, ils l'ont vraiment mis en avant, il a pas eu de défaite. Hein. Et ça lui a permis de progresser en termes in-ring? J'en sais rien, mais le fait qu'au Japon ils s'en sont bien servis, où on voyait pas les lacunes, en fait. Donc d'accord, ouais, le fait d'être bien servi. Attention les amis, mais ça y a se mouche. Mais c'est Triple H, on le voyait bien quand il gérait NXT, il a essayé de choper tous les indie darlings, parce que en fait lui il a toujours regardé ce qui se passe ailleurs, alors que Vince non. Donc ça qu'il n'y a jamais eu de partenariat. Sans Triple H, t'as pas de Finn Balor. T'as pas Kenta, je pense, qui vient à la même époque. Oui, certainement. T'as pas tout à disputer d'Era. Voilà, moi j'allais dire Cole, tout ça. J'allais dire aussi toutes les catcheuses irlandaises, toutes les catcheuses de la Women's Revolution, Bayley, voilà, qui les a poussées. Rhea Ripley, Pete Dunne, on peut tous les faire. Gunther, ça c'est tout vient de Triple H, tous ces mecs-là. Comme dirait Sturi, c'est des mecs à Hunter. Même Gunther qui voulait pas spécialement quitter l'Europe, qui est venu aux États-Unis une fois que j'ai l'impression que Vince McMahon est parti. C'est ce qui lui a donné. Il est venu un peu avant, ils ont réussi à le convaincre, mais sa montée vers le main event est arrivée après Vince. Donc je pense que Triple H le mettait de côté, il disait tu vas avoir des runs intermédiaires et tout ça, c'est bon, on va te laisser un peu en sous-sous pour pas qu'il te voie. J'avais l'impression que c'était ça, pour pas qu'il te voie. Et c'est quand on arrive à se débarrasser entre guillemets de lui, on va pouvoir te monter, quoi. Et je pense qu'il y avait aussi le fait que Vince il aimait pas le physique de Gunther à l'époque. Non. Qui était un petit peu bedonnant. Et que lui, la transformation physique de Gunther, elle est exceptionnelle, hein. Le mec est incroyable, un peu d'avoir réussi à transformer son corps à ce point. Même si tu le sais très bien, je vais le dire, je préférais quand même Gunther plus bedonnant, moi. Ah ouais? Oui, parce que je trouvais que sur certaines de ses prises, le fait que ce soit un gros bonhomme, mais qu'il soit parfait dans le ring, alors qu'il a... Ça rajoutait de la puissance sur ses prises. Ça rajoutait de la puissance à certaines de ses prises. Je peux comprendre, ouais. Par exemple, que quand Gunther fait encore son splash, la troisième corde, je trouve ça plus crédible. Moi, ouais. Alors que quand il était un gros bonhomme, c'était un peu terrifiant, quoi. Moi, j'aime bien Gunther. J'adore Gunther. Et je sais pas ce qui va se passer avec avec Jey Uso, mais Gunther, j'aimerais bien qu'il n'ait pas 2 défaites de suite à WrestleMania. J'aimerais bien aussi que les 2 fois où il perd son titre, ce soit pas forcément à Mania, quoi. Ouais. Surtout, alors qu'il le perd 2 fois à Mania, ça me poserait pas de problème, mais 2 années d'affilée, ça m'embêterait. Ça me gêne aussi. Ça m'embêterait. On verra bien, même si Jey Uso, s'il lui donne, c'est totalement normal au niveau du business. Parle pas trop de Jey Uso tout de suite.
D'accord, ok. Numéro J'ai rien suivant. dit, mais numéro suivant. Ah, tiens, ça va peut-être être celui-là. Le 7 Le 7, comme la saucette. Alors, le 7. de la sauce. Eh ben non, par contre, c'est un point que tu as déjà parlé de l'idée d'avoir fait WrestleMania en 2 parties. Oui. Alors déjà, ils l'ont piqué À la à... New Est-ce Japan. que c'est une bonne idée, ça? Oui, c'est bien. Alors. Ah, bah vas-y, je suis C'est content. plus complexe que ça. Alors vas-y, je suis content là. Là, je te pousse dans tes retranchements, j'aime C'est bien. plus complexe que ça. Donc, genre, on parlait de la New Japan quand ils ont décidé de le faire en 2 nuits. Ouais. Eux, c'était une connerie. Ah, carrément. C'est une connerie. Parce que du coup, ils ont divisé leur audience. Ouais. Déjà on sortait de périodes un peu compliquées où ils ont du mal à remplir le Tokyo Dome. Au niveau de la carte, en fait, de le faire en 2 parties, de donner beaucoup trop de matchs filler à New Japan. Ok. Donc beaucoup trop de matchs par équipe, de beaucoup trop de matchs un peu moins importants pour caser dans les 2 nuits. Alors qu'en fait, ils arrivaient à faire leur show complet en 1 nuit. Ils y Ok. arrivent largement. Et au Japon, de faire des shows de 5 heures, c'est moins gênant qu'aux États-Unis. Ok. On va y revenir. Donc pour eux, ça a été une bêtise et ils l'ont fait 2 ou 3 années d'affilée. Ils sont passés À une seule soirée? le 4 janvier. De toute façon, c'est une institution. Le 4 janvier, c'est le show au Tokyo Dome. de Quelle la que New soit Japan. la journée? Quel que soit, ça peut être n'importe quel jour de la semaine. D'accord, eux, c'est le 4 janvier. Le 4 janvier au Japon, par la New Japan, c'est le show au Tokyo Dome. Avant même que ça s'appelle Wrestle Kingdom, c'était déjà le cas. D'accord. Ça a toujours été le plus gros show du Japon. Ok. Point barre. Eux, ça a été une bêtise de se diviser en 2. Ils l'ont fait aussi, c'est parce qu'il y avait plusieurs titres de champion du monde et qu'en fait, ça leur permettait de mettre des grosses doubles rivalités. Ok. Il y avait de l'idée derrière, mais en fait, dans l'exécution, c'était pas ouf, en fait. Alors que la WWE, quand on voit justement l'échec du Mania où il y a Charlotte, Becky et Ronda en main event, eux, ils ont beaucoup trop de personnes dans le roster. Ouais. Il y a trop de gens à pusher, ils ont 2 titres de champion du monde, et ça faisait des shows beaucoup trop longs et beaucoup trop éprouvants, même pour les gens, même si quand t'es ultra fan, je suis désolé de rester 8 heures dans une Ah, c'est arène. trop compliqué. Mais même Ouais, nous, pas quand on regardait les WrestleMania ensemble, que ça durait 6 heures, à la fin, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus, et après, il y a une période où on les regardait plus ensemble, je l'ai regardé avec mon coloc. En plus, des fois, on se tapait les pré-shows, nous, comme des cons. Moi, j'arrivais plus, hein. Lui, il passait la moitié de son temps sur son téléphone, tellement il n'arrivait plus à suivre, quoi. Donc, pour la WWE, c'est une excellente idée pour moi. De faire Mania en 2 nuits. Et là, ils vont faire SummerSlam en 2 nuits. Ah et ouais? c'est aussi, oui, c'est confirmé. Et pour moi, c'est une bonne idée. Parce que, on a 2 titres de champion du monde. Masculin et féminin. On a des très grosses rivalités. En fait, ça permet un peu de diviser le show, parce que sinon ça ferait des shows imbuvables. C'est un peu la méthode de Triple H beaucoup critique qu'il a repris dans ses shows secondaires, dans ses pay-per-view un peu secondaires. Il avait repris un peu la méthode NXT de faire que 5 ou 6 matchs. Ouais. Beaucoup de critiques. Mais en vrai, du coup, les shows WWE, je trouve, ils sont fluides à regarder. Ah bah, par exemple, moi, je me rappelle du Backlash qui était à Lyon cette année. 5 matchs. Tu regardes ça tranquille. Après, c'est dommage qu'il y a beaucoup de gars, 5 matchs, tu peux pas caser tout le monde. Et Oui. donc, du coup, il y a beaucoup de gars, par exemple, ça faisait pendant je sais plus combien de temps, on n'a pas eu de match par équipe pour le titre dans les shows, ce qui était un peu dommage. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils repassent un peu à 7 matchs. Je pense que 6-7 matchs, c'est bien. 7, c'est bien. Et vraiment de diviser les shows en 2 nuits pour les ultra shows, les ultra gros shows, je trouve ça totalement cohérent. Par contre, petite question qui reste à coller à ça. Est-ce que ça casse pas un petit peu l'aura du main event de WrestleMania? Le fait qu'il y en ait 2 maintenant. Non, parce qu'en fait, le deuxième est toujours le gros. Le vrai main event. Le vrai main event, en fait, ça permet de caser des mecs qu'on voudrait mettre en main event, mais qu'on peut pas parce qu'il y a des trop grosses stars à mettre. Bon, c'est vrai que WrestleMania 40, Roman Reigns et Cody Rhodes font 2 fois le main event. C'est bon, normal, ça, c'est ils avaient pas le légitime. choix. C'était légitime, il n'y avait pas le choix. Mais quand on regarde les années, par exemple, d'avant, d'avoir pu avoir les Usos et Kevin Owens s'amuser en main event, Super. c'est top. L'année où Kevin Owens est face à Steve Austin en main event, c'est top. Ouais, ça va permettre par exemple, cette année, peut-être de mettre, moi j'y crois pas, mais ça va permettre de mettre peut-être Gunther, Jey Uso en première nuit main event. Pour moi, ils y seront pas. Moi, je pense que Jey Uso n'aura pas le main event cette année. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Je pense que même que la WWE devait arrêter avec ça. Ils devraient arrêter dans leur communication, quand on gagne le Rumble, de dire qu'on est au main event de WrestleMania. Non, tu as un match pour le titre. Tu as un match pour le titre de ton choix à WrestleMania. Et ça changerait pas les pubs et de l'arrivée Non. des gens, pas du tout, parce qu'on le sait très bien qu'il sera pas en main event. Ben, pour moi, c'est logique. Voilà. Qu'il soit pas, entre guillemets. Voilà, on sait que par contre, le vainqueur du Elimination Chamber, que ce soit John Cena ou CM Punk, je dis tout de suite ce que je pense, ils seront face à Cody Rhodes, et là, par contre, eux, ils auront le main event, c'est sûr et certain. Et de la nuit 2, je pense. De la nuit 2. Je pense. Parce que, quoique, un petit peu, oui, si Cody Rhodes sera en nuit 2, c'est sûr. Cody Rhodes en nuit 2, je pense. Parce que si c'est pas lui en nuit 2, je vois pas qui ça peut être d'autre. Voilà, pour que Gunther et Jey Uso soient en nuit 1, c'est que Roman Reigns et Seth Rollins, ils soient pas en main event. Ce que j'y crois pas du tout. Ouais, surtout que ça sent peut-être même le triple straight, hein. Moi, je le vois plus. Non, parce que Non. par rapport aux rumeurs que j'ai lues, de base, ils voulaient mettre CM Punk dans Seth Rollins et Roman Reigns, sauf qu'en fait, beaucoup d'officiels ont dit non.
il faut qu'on finisse en face cette histoire entre les deux. Ouais. Mais en fait, CM Punk a rien à foutre dedans. Ouais. Par contre, CM Punk, il va à main event. Il faut l'envoyer au main event. Donc, du coup, je pense qu'ils trouveront une manière que pour le titre de Cody Rhodes, ce sera CM Punk contre John Cena. Contre Cody Il y a Rhodes. aussi cette histoire de... Après, il y a Logan Paul qui est en train de teaser le fait qu'il aura peut-être une rivalité avec CM Punk, mais ça m'étonnerait quand Puis il y même. a aussi cette histoire de faveur que... Ouais, Billy mais ça, à Mann mon avis, on doit peut le CM skipper sous le Punk, tapis. machin, je tu pense. crois? Je pense qu'on pourra le skipper sous le Bon, on tapis. verra bien de toute façon. Ouais, on verra bien. Bon, on n'est pas là pour faire le booking. Et puis surtout que ça se trouve, la vidéo, je vais la diffuser après WrestleMania. On aura l'air de deux cons. Bah, on verra bien. Peut-être on aura eu raison sur ça. Peut-être on aura eu raison. On verra. Le 4, Le 4. le chiffre maudit. Ah purée, t'as fait exprès? Est-ce que Jey Uso est un si mauvais vainqueur du Rumble que ça? Bah, pour moi, non. Moi, je veux que t'en parles de ça parce que il se fait bâcher sur les réseaux sociaux et pas dans les salles. Et, Bah, et je veux que déjà, t'en c'est parles. ça. C'est encore une fois, moi qui traîne sur Twitter, on dit pas que on dit que c'est le réseau du chétan, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, tout le monde ouvre sa bouche dans tous les sens, sans limite. Et en fait, oui, comparé à ce qui se passe dans la vraie vie et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dans les arènes, on voit bien que Jey Uso, ça marche. Ouais. Et ça marche plus que de raison. Ça marche à la télé et ça marche dans les chiffres. Ouais. Parce que c'est un excellent vendeur. Ok. Il vend très très bien, même Donc des fois c'est qu'il plus est que suivi, d'autres alors. personnes. Il est vraiment suivi. Alors que sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde ont chié dessus. Alors, les gens sont un peu ambivalents, il me faut marrer, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de surprise, les gens disent, ah, fait chier, le Rumble, il n'y a pas de surprise. Et là, on fait une vraie surprise. Ah, fait chier, le mec, il va pas être là parce qu'il sait pas catcher. Alors, d'une, on va le limiter quand même, il est limité dans le ring. C'est loin d'être le meilleur catcheur, mais il se débrouille quand même bien. Bon, il devrait faire un peu moins de super kick, on est d'accord. Le raté des spears, bon, ça peut arriver. Pour moi, il devrait l'arrêter de l'avoir dans son moveset, parce qu'il y a trop de mecs qui font des spears. Ça casse l'aura du Spear. Ça casse l'aura du spear. Ça doit être Roman Reigns et Braun Breaker et basta. Déjà, 2, c'est déjà limite de trop. Alors, d'en avoir un troisième qui le fait moins bien que les autres, ça sert pas à grand chose. Ça sert à rien. Voilà. Il y a Charlotte aussi qui le faisait. Charlotte qui le faisait aussi, Kairi Sane qui le faisait déjà à l'époque. Le spear, ça va très très vite. De 2, je trouve, par rapport à l'histoire, ça sort un peu de nulle part, parce qu'en fait, il venait de perdre un match de championnat. Moi, ce qui me pose vraiment le problème de ça, c'est que, en fait, il est déjà perdu contre Gunther avant. Ben moi, ça me gêne pas, parce qu'en fait, il a le booking de l'underdog, ça veut dire il a échoué plusieurs fois contre Gunther, qui est un peu on va dire son adversaire final à affronter. Bah, c'est son plafond de verre. C'est son plafond de verre. Il avait perdu contre lui pour le titre intercontinental et il perd contre lui au titre poids lourd. Moi, j'aime bien au niveau de la construction et comment ils l'écrivent là chaque semaine et comment Gunther fait ses promos et tout ça. Je trouve que c'est du sans faute pour moi. Ouais. Franchement, pour moi, c'est super bien écrit. Vraiment le héros des fans underdog, c'est ça en fait, Jey Uso. C'est le héros des fans underdog ultra populaire, qui a une musique de ouf, qui a une catchphrase suivie par tout le monde. Facile. Et qui arrive à toucher même, qui va même amener des face turns à des bonhommes. Au dernier Raw, là où on tourne, il y a Austin Theory qui a fait un hit. Ouais. Donc c'est pour vous dire. Ouais, il fait le... Il touche tout le monde. Et d'affronter justement le ring général, le mec qui est tout dans le ring et qui est dominant et qu'on a rien à foutre du regard des autres et machin, l'opposition est parfaite. Ouais. Donc pour moi, le match là, il est vraiment cohérent. Et comme on a dit, ça me dérangerait même pas qu'il perde Jey Uso. Encore une fois, mais peut-être pour le récupérer plus tard. Mais même s'il a un échec, ça empêchera pas la construction. Ce serait bien qu'il le touche un jour quand même, le titre. Mais qu'il le touche, mais s'il le perd à Mania, ce sera pas dérangeant pour sa carrière. Et de l'avoir fait gagner le Rumble, alors que c'était l'un des Rumble les plus stack au niveau du Star Power. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait Roman Reigns, il y avait Seth Rollins, il y avait CM Punk, il y avait John Cena. C'était vraiment il y avait Seth Rollins. Excuse-moi. Je l'ai dit. Vraiment, il y avait des énormes favoris, et qu'en fait, c'est Jey Uso qui arrive à battre John Cena, et en plus, il ne défonce pas. C'est vraiment, John Cena fait une micro-erreur, il se retrouve les deux pieds en dehors du ring. C'est génial. Je trouve que la fin du Rumble est très bonne. Le Rumble en soi est pas bon pour moi, mais la fin du Rumble est très bonne, pardon. Et c'est un très bon vainqueur du Rumble qui sort un peu de l'ordinaire. Le seul truc, comme on a dit, le souci, c'est qu'il faut pas dire qu'il va faire le main event de Mania. Ouais, ça, j'en ai marre. Voilà. Je me suis encore pris la tête sur des réseaux sociaux, là, la dernière fois, avec un mec qui est en train de péter un câble. Oui, j'ai répondu, mais il fera pas le main event. Mais si, non, il le fera pas. Ou alors, la nuit 1, mais calmez-vous. Mais j'y crois même pas. Même moi non plus, mais aujourd'hui, voilà. Petite question qui a rien à voir avec les numéros. Entrée de Seth Rollins ou entrée de Jey Uso? Parce que l'entrée de Jey Uso, c'est quelque chose quand même. Ah, l'entrée de Jey Uso, elle est ouf. Et moi, je vais même... Je préfère l'entrée de Seth Rollins parce que je préfère la musique, je préfère l'ambiance. Mais l'entrée de Jey Uso bien au-dessus. Tu vois, je regrette un truc. Et ça, c'est un petit regret, tu vois. Non, ça, je vais pas reparler de Stone Cold Steve Austin qui... Non, c'est pas ça, c'est... Excusez-moi. On est désolé, les amis. Hein. Je suis vraiment désolé.
Je le mettrai dans les commentaires au début. Attention, Messias, moi je dis 7 fois pendant l'émission. Non, je regrette qu'on n'ait pas eu Seth Rollins au Backlash de Lyon. Ah bah oui. Parce que par contre, si tu me dis que là, c'est pas l'une des plus grandes foules de l'histoire de la WWE, l'entrée de Jey Uso à Backlash, elle est Ah exceptionnelle. bah c'est l'une des meilleures entrées de tous les temps. Merci, merci. Alors, Même si je vais pas enlever le fan aux gens parce que c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu trop maintenant. Je vais me prendre de la hit, ok, mais je vous comprends les mecs. Moi j'y étais pas. Et en fait, peut-être en vrai, tous ceux qui critiquent un petit peu, peut-être on vous envie. Au fond de nous, je pense Ouais, qu'on je vous envie pense. de pas avoir été là. Donc du coup, je ne critique même pas en fait. mais l'ambiance quand même du show, elle te fait passer un show qui était en termes de storyline, transition, un show de transition, elle te fait passer pour un show 4,5 quoi. 4,5. Parce que l'ambiance elle est exceptionnelle. c'est ça. Et quand tu vois les Américains qui parlent de ce show-là, ils ont tous Et même les étoiles, quoi. et même ce que s'appelle Sans le vouloir, on a lancé des modes. Hein. Ouais. Le fait que maintenant les gens aux États-Unis chantent la musique de Randy Orton. Ouais. Et Randy Orton, qui est un des mecs qui sort le moins souvent, qui De sort son pas trop de son personnage, là il le dit pendant son entrée à Backlash, il arrête, il l'écoute pendant quelques secondes. Son sourire est réel. Et quand à SmackDown, quand il fait l'émission le RKO Show avec Kevin Owens, il dit mais cette foule elle est dingue. Ouais. Randy Orton quoi. Randy Orton. Ouais. Les mecs ils ont quand même réussi à faire sortir de son personnage Paul Heyman, Oui, aussi. qui en termes de foule, je pense qu'il s'y connaît à Il poil. s'y connaît à poil quand on voit les foules de CW, et pourtant lui, même lui, il a été surpris quoi. Donc non mais bon après c'était un petit parenthèse, je voulais en parler un coup parce que moi c'est un truc que j'ai bien apprécié l'année dernière et j'espère que Clash in the Paris ce sera la même dinguerie, qu'on puisse vraiment profiter de tout ça quoi. Si la WWE veut nous inviter, on est là. On est là. Non mais après plus sérieusement Jey Uso, moi je suis content que tu le réhabilites un peu là-dedans et j'ai vu un truc qui m'a fait extrêmement rigoler encore une fois sur les réseaux sociaux, c'est des mecs qui disaient talent in ring 1 mais entrée 99. Là, ça, je dirais talent in ring 2 en équipe 3-4. Sur 5 tu parles. Ouais, sur 5. On va dire en talent en équipe, je te dirais 3,5, 5, 3,5, 4, voire 4,5 quand ils sont en équipe, les Usos à leur grande époque. Et solo, ouais, je te dirais 2,5 grand max. Ouais, mais bon, c'est quand Mais même. par contre, lui, entrée aura et entrée 100. À l'entrée qu'il fait au Canada, tu te rappelles quelques temps après, Ouais. elle est magique. Hein. Bah, je pense que lui, son entrée à WrestleMania, ça va être l'une des entrées les plus suivies pour le coup. Ouais, ça va être l'une des meilleures entrées. Ouais. Ouais, il y a moyen. Je pense que ça peut être une tuerie. Ouais. Ouais. S'ils le font bien, je pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment important. C'est ça. Numéro suivant, mon ami. Numéro suivant. Donc, à la japonaise, le Go, le 5. Le 5. Ouf. Alors là, je suis content de ma question. T'es prêt? C'est pas un troll, hein. C'est du serious business. Est-ce que le Shield c'est pas une Nexus qui a réussi entre guillemets? Ah, je trouve que c'est pas comparable. Alors c'est pas comparable, moi je te parle dans l'idée. La WWE a fait le Nexus, ils se sont fait torpiller par un certain John Cena au premier pay-per-view. Ouais. Alors que le Shield, ça repart de débutants qui viennent foutre la merde, mais on les a laissés grandir. Ah, vu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi c'est plutôt dans le sens là que je vois. Je vais même aller au-delà de ça. La seule réussite des années 2010, bah en fait on va dire du post la Rusev Aggression Era, donc ça veut dire post l'ère John Cena. La seule vraie réussite, c'est le Shield. Parce que c'est les mecs du Shield. Alors, je veux pas qu'on rentre trop dans les détails parce qu'il y aura une émission. Les deux, Nexus, machin, mais si on avait laissé le temps à la Nexus de grandir. Bah si déjà ils auraient gagné leur premier match en plus. C'est ce que je dis. En fait, si John Cena n'avait pas utilisé son pouvoir backstage pour les torpiller, je pense que Wade Barrett aujourd'hui aurait été l'un des visages main event de la WWE. Carrément. Après, il est un peu en porcelaine aussi. Oui, il se blesse beaucoup. Le Westland, j'aimais beaucoup. Ouais. Et pourtant, c'est pourri. Ouais, mais j'aimais bien. Mais moi aussi, j'aimais bien. Mais est-ce que justement le fait de les avoir fait perdre très rapidement, on va vite. Je veux pas qu'on rentre dans les détails, hein, parce que. Mais ça les a flingués. Ça les a flingués, alors que le Shield on les a laissés grandir. Le Shield, ils ont tout dominé. On les a fait. Voilà. Ils ont tout dominé. Ils attaquaient les grosses stars tout le temps. Ils ne perdaient pratiquement jamais. Ils ont fait, en plus, en les pushant, ils ont fait monter les gens. La Wyatt. Les Wyatt. Ils ont fait surtout monter Daniel Bryan jusqu'à Yes Movement, parce qu'il y avait la Team Endo à l'époque. Ils ont fait monter Ryback. Bon, ils prenaient plein le cul, hein. Cody Rhodes. Enfin, les Rhodes. Ils ont fait monter plein de gens en se montant eux-mêmes. Ouais. Jusqu'à affronter quand même l'Évolution. Ouais. Ouais. Jusqu'à la fin de The Shield, c'est leur rivalité contre l'Évolution. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai toujours un plan B. Voilà, c'est ça. Et derrière, le booking des trois, il y en a juste un qui s'est jamais accommodé.
c'est Dean Ambrose, donc Jon Moxley, parce que lui, son personnage était un peu trop goofy, je pense, et qu'il n'était pas fait pour les scripts et tout ça. Ouais. Donc lui, il n'était pas fait pour l'environnement WWE. Enfin, attention, parce qu'on dit que Dean Ambrose a été mal utilisé. Mais Roman Reigns, il a été très mal utilisé aussi au début. Aussi, bien sûr. Parce que lui, on voulait que ce soit la star. Donc la machine était on l'a derrière. mis dans la gorge. C'est le contraire de ce qu'on a fait de Dean Ambrose. En fait, celui qui a été le mieux utilisé, c'est Seth Rollins. Sauf sa période face en 2019, où ça a été une catastrophe absolue. Où lui aussi, il fallait qu'il sorte de son personnage. Et en fait, je vais paraphraser le Rabbi Mentor des Fâchés. Il l'avait dit bien avant que ça arrive. Seth Rollins, ce qui lui manquait, c'était des artifices. Ce qu'il a rajouté avec sa musique. Ce qu'il a rajouté après, ses vêtements, les costumes et tout ça. Les costumes. Parce qu'en fait, Seth Rollins, c'est probablement le meilleur catcheur in-ring de la WWE. Ouais. Probablement. Actuellement, tu parles. Oui, actuellement, depuis 10 ans, pratiquement. D'accord, ok. C'est un peu de pas l'enlever, mais en fait, son personnage, il était un peu blend. C'était, genre, il avait pas trop de gimmicks, sa tenue était basique. Moi, j'avais pas spécialement envie de le voir à cause de ça. Toi, tu l'aimais pas, toi, en plus. Ouais, j'étais pas spécialement fan. Voilà. Et il l'avait dit dans d'anciennes émissions, bien avant qu'il change de personnage, c'est qu'en fait, il devait s'inspirer de Macho Man. Ouais. Justement, de mettre des artifices autour de lui, parce qu'en fait, comme il avait déjà lu une ring, il fallait que pour qu'il soit une star, qu'il mette d'autres trucs en avant, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait et bien fait. Et ce qu'il a bien fait. Et que même son personnage précédent était très bien aussi, le Messiah. J'ai eu le pseudo avant. Rien à voir avec Messiah. Messiah s'appelait comme ça depuis que je le connais. Voilà, c'est ça. C'est voleur de pseudonyme, hein. J'ai envie de le dire. Le personnage, c'est très bien, en fait. C'est quand il a commencé à créer des personnages, Seth Rollins, qui s'est développé. Sinon, parce qu'au début, avec l'autorité, c'était top. Là, au niveau du personnage qu'il avait avec l'autorité, c'était top. Mais c'est quand il est passé face, vraiment son run de face. Quand il a commencé à faire moi, je veux que ce soit moi le préféré de Triple H. Déjà ça. Ça, c'était à chier. C'était à chier. Derrière, la rivalité avec The Fiend, catastrophique. Quand ils le mettent à l'écran avec sa femme face à Baron Corbin et Lacey Evans, souviens-toi, c'est une horreur absolue. Bref. On va pas rentrer trop. Non, parce que on va réserver ça pour l'émission. Mais par contre, je vais te poser une autre question par rapport à ça. Est-ce que s'ils avaient pas torpillé la Nexus aussi rapidement, est-ce qu'on aurait eu le Shield? Ça, c'est la bonne question. Si, parce que c'est quand même... Oui, quelques années après. 2-3 ans après. 2-3 ans après. Mais là, c'est parce qu'aussi la Nexus, plus personne ne s'en souvenait à l'époque là. Non. Parce que finalement, ça commence par la même chose, si tu veux. Oui, c'est vrai que c'est le même début de storyline. C'est des mecs d'NXT qui viennent. Voilà. C'est pour ça que quand je te dis, j'ai tu sais, ils ont essayé de faire pareil à l'époque du Covid et ça a été une catastrophe absolue. Rétribution. Moi, c'est mon clan préféré ever. Pour vous, ça fait. Putain. Lui aussi, c'est un petit gâchis quand même. Petit. Un bon gâchis. Gros gâchis. Un gros gâchis. Question suivante. Question suivante. Le 15. 15. Excusez-moi, je renifle, les amis. Alors, Titus O'Neil ou non, je rigole. Pourquoi l'Undertaker est la seule gimmick avec du mystique qui a fonctionné? Autant. Ça, c'est très intéressant. C'est la seule, j'ai l'impression que c'est la seule qui a fonctionné alors que normalement ça devait pas fonctionner. Oui. Exactement. Parce que quand on regarde avec nos yeux de maintenant, de 2025, pour quelqu'un qui connaît pas l'Undertaker, il connaît à peine le catch, on va lui dire, ouais, mais c'est un mort-vivant qui vient dans le ring. Un mort-vivant fossoyeur. Il va te regarder, il va faire, tu fous ma gueule. c'est nul. Et c'est vrai qu'en fait, quand on regarde, c'est une gimmick un peu pourrave, hein. Mais, l'effet que ça a marché, on va commencer par ça. On est au début des années 90. Donc on est encore dans l'époque du catch avec des personnages larger than life. Et des personnages qui sortent de l'ordinaire. Oui. Qui ne sont pas des êtres humains. Comme l'Ultimate Warrior, c'est un personnage de cartoon. Exactement. Par exemple. Voilà, c'est ça. Et que Hulk Hogan, c'est le tonton super-héros. En fait, c'est Superman, mais avec la moustache. Et sans cheveux. Et sans cheveux. Attention. Ouais. Attention. Faut pas le dire, il est pas chauve. Hein. Ouais, moi non plus. Toi non plus. Et ils l'ont donné au bon gars. Mais vraiment au bon gars. Mark Calloway, donc Undertaker, a pris cette gimmick à bras le corps. Il a tout donné. Que ce soit dans l'acting. On lui a donné le meilleur manager possible et inimaginable. Ah, pour le personnage de l'Undertaker, voilà, t'avais pas mieux que Paul Bearer. Voilà, Paul Bearer, parce que lui aussi, niveau acting, niveau tout. Il y avait la mystique, il était invincible. Quand il commence, il est invincible, il ressent pas les coups. Donc dites-vous bien. Pour nos yeux de maintenant, ça donnait des matchs chiants, mais pour l'époque, ça terrifiait les gens. Voilà ce que j'allais dire. Dites-vous bien qu'à l'époque, quand l'Undertaker arrivait, les gens se chiaient dessus. Ils foutaient la pétoche. Allez regarder son arrivée à Survivor Series 90. 12. 91. Enfin, oui. C'est pas 92. Non, 91. Ok. Allez regarder son entrée à ce moment-là où le perso est introduit. Où il avait pas Paul Bearer encore, il avait Brother Love. Donc le frère de Bruce Richard.
Donc ça faisait, c'était pas une idée mauvaise parce que entre le fossoyeur complètement ténébreux et le prosélyte chrétien à côté en blanc, ça faisait un Ça bon truc. pouvait pas, ouais. Mais derrière, ils ont trouvé Paul Bearer qui était beaucoup mieux. Et puis quand t'as Paul Bearer, Regardez la tête des gens quand ils rentrent. là, il se chie dessus. Ils se chient dessus, ils comprennent pas. Et après, quand on est dans le ring et qu'on voit que le gars ressent pas les coups et tout ça. Et ce qui a marché, c'est qu'en fait, il y a la longévité qui a fait que. Parce que son personnage a évolué à plein de moments. D'abord, c'est un mort-vivant invincible. Après, on a commencé à le rendre un peu plus faible. Ensuite, Attitude Era, on l'a rendu plus humain. Il y a l'arrivée de son frère, il y a tout ça. Donc, du coup, il est un peu, voilà, très gothique. Ensuite, il y a eu Ministre of Darkness. Donc, il a encore changé de personnage. Il a encore évolué. Donc, en Taker Satan. Il a eu sa blessure. Il revient. C'est un motard. Et c'était lui qui voulait justement être complètement Il humain. voulait sortir un peu de Il ça, voulait sortir un peu. Et en fait, cette période-là a fait du bien, parce qu'en fait, durant la période mi-Attitude Era, fin Attitude Era, le personnage de Deadman, il n'avait plus lieu d'être. Il n'y avait plus de mystique, on était dans le monde réel, en fait, avec le soap opéra, le machin comme ça. L'Undertaker, là, son personnage, il avait fait le tour, il n'y avait plus rien à raconter. Donc, qu'il arrive en tant que motard badass, c'était pas, en vrai, c'était très bien. Et quand on a fait le tour, on décide de le remettre en Deadman dans l'époque où on arrive à la PG Era. Parce que les gens le voulaient aussi. Et les gens le voulaient, et on arrive à la PG Era avec des enfants où c'est un personnage qui touche, qui marque. Et puis il avait déjà cette aura d'intouchable. Il avait cette aura, donc lui, c'est la seule gimmick mystique qui a fonctionné. Parce que on a essayé plusieurs fois, mais on a essayé à des mauvais moments, et pas forcément les bons gars, pas forcément les bonnes gimmicks, et où ils ont pas voulu prendre de la patience. Et celui qui a, on va dire, le mieux marché, entre guillemets, parce que c'est quand même, dans la majorité de ses carrières, c'est un gros forage, c'est Bray Wyatt. Ouais. Malheureusement, paix à son âme, ça a été, parce que lui, en fait, le personnage qu'il a créé à la fin de The Fiend, il était imboucable. Je le répète, je sais que beaucoup de gens voulaient adorer The Fiend et tout ça, mais non, dans le monde du catch, son personnage, on peut pas le booker. Ou il faut pas le mettre au titre, il faut pas le mettre au main event, parce que sinon, il ne peut pas perdre. En fait. Voilà, chose importante avec le Taker, c'est que dans les années 90, il a pas touché le titre tant de fois que ça. Il l'a touché une fois pendant une semaine, avec une triche. Il était souvent dans les... C'est une attraction. Voilà, c'est exactement. Il n'avait pas besoin du titre, il a commencé à toucher le titre quand le titre est devenu plus volage, et où son personnage se permettait de l'avoir, parce qu'il était plus humain, plus machin. Alors que Bray Wyatt, le Fiend, ce personnage-là, n'aurait jamais dû toucher le titre. Il aurait dû avoir des rivalités très importantes contre des gros noms. C'est pour ça que pour moi, la meilleure utilisation de The Fiend, c'est le match cinématique contre John Cena. Pour moi, ça, c'est le point d'orgue de The Fiend, c'est ça. Ouais, c'est ce qui est... Voilà. Bray Wyatt, le personnage de Bray Wyatt de la Wyatt Family, lui, on pouvait tenter de lui faire toucher le titre. Ce qu'ils ont pas fait. Ils l'ont fait toucher un peu trop tard pour juste le dropper à Orton. Je me rappelle. Il y avait de la magie aussi un peu avec Bray Wyatt. Il y avait un peu trop. Et en fait, pour moi, l'intégration de la mystique magique dans Bray Wyatt, c'était une connerie. Pour moi, quand il était en Wyatt Family, ça devait être juste un gourou de secte taré. Ça, c'était bien. Et ça suffisait. Il fallait pas commencer à mettre de la magie, parce que souviens-toi du Mania où Randy Orton lui prend le titre, où on a les PowerPoint dégueulasses de verre dans le ring. C'est dégueulasse, ça. Alors ça, c'est dégueulasse. C'était nul, hein. C'est ça, c'était vraiment nul. Ouais, c'était vraiment nul à chier. C'était vraiment nul. Derrière, ils les ont remis ensemble en rivalité, justement la rivalité The Fiend Randy Orton avec Alexa Bliss. Ah, je souffre très fort, hein. C'était pas bien, hein. Non, puis moi, Randy Orton qui allume l'allumette en la frottant contre un arbre. Ah, ça, c'est la rivalité d'avant, oui. Ça m'a sorti du truc. Ouais, bah moi, quand il brûle le corps de Bray Wyatt au milieu du ring durant l'époque de Thunderdome où il s'amusait justement à faire du montage, ça me sort totalement. Comment c'est possible? On peut t'arrives plus à suspendre ton incrédulité quand tu vois un truc comme ça. L'Undertaker, c'est le bon catcheur, le bon mec pour incarner le bon catcheur au bon moment. Exactement. Et Bray Wyatt, son univers créatif était top, mais en fait, le problème, c'est que dans le monde du catch, en fait, ça fonctionne pas. Je suis désolé, les amis, mais ça fonctionne pas parce qu'en fait, c'est pas boucable. Et je suis désolé. Regardez, en fait, je vais prendre de la hit, hein, mais j'accepte. Regardez les Wyatt Six. Qui vient me dire en face, je l'attends, me dire que ça fonctionne et me dire que c'est bien? Bah non, on les voit jamais. Ils vont être sauvés par Alexa Bliss. Ouais. Ils vont être sauvés par ça va pas être bien. Non. Ça va pas être bien parce que c'est pas bouclable. Leur intro était top, le fait de les aromis contre Chad Gable et tout, c'était sympa et tout ça. Mais tu fais quoi en suivi? Il fallait rester sur une gimmick de secte. C'est bien. De secte, c'est ça. En fait, il ne faut pas mettre de magie, pas de mystique, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne plus. En plus, un clan de monstres comme ça, peut-être soi-disant invincible et tout ça, tu ne peux pas le booker. Je suis désolé. Tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, le problème, c'est qu'on va dépasser le stade du catch et devenir dans un stade de film ou de série. Et en fait, on ne peut plus ramener ça au côté compétitif du catch. Et il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. En fait, c'est pour ça que je pense que père à son âme Bray Wyatt, il aurait dû se lancer dans le cinéma, limite.
Au niveau Et je crois de ses qu'ils en idées, parlaient tout à ça, un moment. Hein. voilà, au niveau, dans le cinéma, il aurait cartonné. Parce qu'en fait, il aurait sorti un univers sorti totalement de sa tête, ça aurait été un auteur de films d'horreur ou de films mystiques, ça aurait été C'est top. lui qui avait créé tout le personnage? Bien sûr. Ouais. Tout vient de lui. Ok. Tout vient de lui. C'est vraiment un génie créatif intestable. Mais par contre, dans le catch, ça va un peu trop loin. Parce que, mine de rien, on va en parler d'une autre vie qui avait été loin, on en a déjà parlé, c'est Broken Matardi. Oui. Mais on reste. Il n'y avait pas de magie dans Broken Il Matardi. y a pas, si, il y a eu de la Si, magie. un peu, Il y a ouais. eu de la mystique et tout ça, mais en fait, c'est parce que lui, c'était un personnage qui cassait le quatrième mur. C'était dit clairement, alors que Bray Wyatt, non, c'est un truc qui est Non, soi-disant Bray Wyatt, ancré c'est dans la censé être réalité. serious business. Sérieux et dans la réalité. Broken Matardi, ça joue sur les codes du catch. D'accord, ok. Ça joue sur les codes du Pas catch la en même chose. cassant le quatrième mur. C'est deux choses différentes. Et quoi, ils avaient essayé avec qui d'autre? Tu peux citer quelques exemples comme ça? Il y a eu Gangrel, par exemple. Il y a eu Gangrel, voilà, le vampire, lui, qui est resté low card, et ben, ça a permis quand même de lancer les Edge Christian et les Et Hardys. par exemple, dans les années 90, on avait beaucoup de gens qui rêvaient d'un match Sting-Undertaker. Sting a jamais eu de pouvoir magique. Non. Sting, c'était Sting, vraiment le Sting, personnage Sting, de c'est The Crow. le surnom qu'ils lui ont donné plus tard à la WWE, c'était le bon surnom, c'est The Vigilant. C'était le justicier, c'était le gars, c'est le vengeur. Ouais, C'est voilà. vraiment le vengeur. Bah, c'est comme le film The Crow, quoi. Ouais, bah c'est le film Voilà, de Crow. le film The Crow, il y a de la magie et tout ça, mais Sting n'avait pas de magie. Ouais, ouais, C'était ouais. juste un badass qui arrivait à venir à des moments où on s'y attendait pas, qui était plus intelligent que tout le monde et qui Ah. cassait la gueule à tout le monde. Avant qu'on nous le dise en commentaire, qui est l'instigateur de cette gimmick? Scott Hall, Merci. qui a donné l'idée de The Crow. Et tout le monde voulait voir ça parce que forcément c'est un personnage dark face à l'Undertaker, tout le monde aurait voulu. C'est un des matchs qu'on n'a jamais eu que tout le monde voulait, mais c'est normal parce que c'est une opposition parfaite. C'était une opposition parfaite. Ça aurait été bien quand même. Ça aurait été bien. Moi, Sting, Et ce que j'aime bien c'est... chez Sting, c'est que lui, il a réussi à se réinventer à sa période TNA aussi. Donc avec le Joker Sting, il a été corporate Sting où il s'était enlevé la peinture pour devenir la main event mafia. Il a toujours reçu de garder un truc par rapport à son personnage. Moi, c'est l'un des rares. Et son utilisation à la WWE, pour moi, c'est du sans faute de A à Z. Pour moi, on est sur l'un des meilleurs run ever de ces dernières années, à la Ouais. TNA. À la WWE. La WWE, son run est top. Ouais, même son dernier match, hein, Oui. avec ses fils qui sont déguisés comme Derby Allin aussi et tout. Bah, le push de Darby Allin et la construction de Darby Allin était parfaite grâce à Je ça. suis vraiment désolé, les amis. Hein. Je pensais pas que Messiah allait jouer de la trompette tout l'émission. Ah, la vache, j'en ai marre, hein. Je me doute. Je te laisse, à moins que tu aies encore quelque chose à dire là-dessus. Bah, Taker, il aura son émission. ah bah oui, t'es que dans son émission. Tu veux juste, je finissais, parce Vas-y. que tu m'as demandé des exemples. Du coup, il y avait Mordecai, qui devait mettre face à Undertaker. En fait, souvent, les gros personnages mystiques, on voulait les mettre face à Undertaker. Au début, il y a eu Mankind, qui est l'ADR qui a fonctionné. Mais Mankind, c'est parce que, pareil, c'est un taré. Il est Mankind, humain. moi, Il y a pas de Mankind, magie. je le vois plus comme un psychopathe. Ouais, que c'est comme ça, il n'y a pas de magie. Il y a Kane qui a fonctionné. Ouais. Mais parce que lui, il a vraiment été bien suivi. Il y a eu de la mystique avec Kane et tout ça, mais Faut pas oublier que Kane, on l'a dit dans notre superbe émission sur lui, allez la voir les amis, vraiment ça devait durer 6 mois. oui, c'est ça. Finalement, lui, il a fonctionné. Ça doit être l'un des seuls. Mais c'est parce qu'il est tellement relié à l'Undertaker, en fait. C'est l'Undertaker qui fait que Kane existe. Ouais. Sinon, il y aurait pas de Kane. Mais des mecs qui ont voulu mettre face à l'Undertaker, ou en dehors de l'Undertaker, en général, ça n'a pas marché. Donc les mecs face, il y a eu Mordecai, il y a eu pas mal de gars dans les années 90 qu'on a mis face à lui, qui étaient un peu mystiques, mais ça n'a pas marché. Ou qui étaient des anciennes gloires, ou c'était des personnages qui n'étaient plus dans l'air du temps, forcément ça marchait pas. En récent, le démon de Finn Balor, Ça, c'est un truc, c'est une catastrophe. t'en parleras un jour. J'en parlerai un jour. On va pas rentrer dans les détails. Non, parce que on c'est un fera truc- une c'est un- émission, C'est un truc qui m'énerve. Mais lui, c'est un foirage. Le début du Judgment Day, ils ont pas voulu le suivre. Alors que ça devait... le Edge en tant que leader de clan, machin, ça aurait pu être très très bien, un peu mystique, un peu machin. Mais il aurait pas eu de pouvoir, parce que lui ne voulait pas de magie. Et on lui a dit, ah, il faut que tu sois un peu mystique, machin. Un autre gars qui a pas fonctionné, Mr. Black. Pourtant, lui, c'est dommage. Hein. Pourtant, lui, il y avait tout. Hein. Enfin, le coup tu l'as dit toi, quand il se lève, Et que t'as ça les- fait le bruit du cercueil en mode cric, c'est dégueulasse. c'est vraiment, ça te tue tout ton truc, ça doit être une idée de Vince, ça. Ah, c'est une idée de Ça, c'est une idée de Vince, pour paraphraser Sturi, c'est fun. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et il y en a eu d'autres, hein, je les ai pas tous en tête, mais en général, il y en a très peu qui ont fonctionné, quoi. Ouais, moi je me rappelle de Vampiro à la WCW, Vampiro, c'est pas un personnage mystique, pas non plus. parce que c'est un Mexicain, c'est son personnage du Mexique. D'accord, ok, c'est son Voilà, c'est son donc lui, personnage. n'a pas du tout un personnage mystique. Vampiro. Bah là, il y a le Yeti. Tout le Dungeon of Doom, quoi. Non, par contre, finalement, on a parlé de Bray Wyatt. Dernière analogie, après on passe au point suivant. Si un petit peu Bray Wyatt, ça aurait dû être Kevin Sullivan quand il avait fait son équipe sa grosse secte Ouais, bah, c'est à ça. la fin des c'est années, exactement ça. Bah, de toute façon, c'est une de 90. ses aspirations, hein. à la fin des années C'est 80. une de ses aspirations. Ou un autre personnage
Ben en fait, c'est, on va dire mystique, mais c'est pas mystique. Celui qui a le mieux marché dans les années 80, c'est Jake Roberts. Ou c'est un gros taré, quoi. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe, en fait, c'est ça. En fait, pour que ça fonctionne, je pense, dans le catch, à part l'Undertaker ou Kane, deux, trois exceptions, il faut qu'en fait, le mec soit ancré dans le réel. Humain. Voilà, il faut qu'il soit ancré dans le réel, donc il peut être taré, il peut faire des trucs un peu bizarres, mais ça doit être quelqu'un, ouais, ou un groupe de secte, ou un psychopathe, ou un truc comme ça. De toute façon, Il faut que ce soit ancré dans le réel. Jake Robert, je pense que c'était lui à le volume un peu plus parce qu'il sacré vite, Jake Robert. Voilà, oui. J'aimerais bien qu'on en parle un jour, peut-être. Peut-être pas dans une émission complète, mais on pourra faire un truc. On en parlera sur un jour parce que c'est, a posteriori, c'est quelqu'un que j'ai étudié beaucoup et que j'adore. Est-ce qu'on n'est pas sur l'un des meilleurs talkers de l'histoire du catch? Oh si. Oh oui. Oh oui. Raven aussi, un petit peu en termes de gourou de secte. Oui, mais lui, justement, il était dans le réel. Ouais, Parfait. pas de magie. Il y a pas de magie hein, chez Raven, mais complètement gourou de C'est secte. parce que tu l'avais pas dit, c'est pour ça. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Mais pas de magie. Je te laisse piocher le numéro suivant. Yes. C'était pas mal, là. Ouais, j'aime bien. Intéressant. Le 3. C'est pas un troll. T'es prêt? Je suis prêt. Parce que là, je t'envoie la question la plus compliquée de la chaîne de. C'est presque pour tout à l'heure, je disais avec la blague. Tu veux pas qu'on la garde à la fin, au pire? Il y en a combien des numéros? Il en reste plus que 2 derrière. Non, on y va. On y va, ok. Est-ce que John Cena n'a pas été par moment un plus gros despote que Triple H et son raid de la terreur? J'aime bien. Je dirais peut-être pas plus gros, mais je dis équivalent. Ah ouais. Équivalent, parce qu'il en a fait des saloperies. Et il y a des trucs qu'on sait pas. Hein. Et il y a plein de trucs qu'on sait pas, qui sont jamais sortis. Mais on en a vite fait parler, donc du coup je peux rentrer dans les détails, de Tyler Rex. Ouais. Donc anciennement Tyler Rex, maintenant Madame, je n'ai plus son nom. Ah ouais? Oui, qui a fait un changement, une transition de genre. D'accord. Parce que dégoûté du monde du catch. Ah, carrément. Dégoûté du monde du catch et qui se sentait mal dans ce monde masculin et qui lui a permis de découvrir ce qu'il était vraiment. Ok. Ce qu'elle était vraiment. Donc, elle se sent bien aujourd'hui. Tout bonheur pour elle. Mais à l'époque, vraiment, c'est pour des conneries, quoi. John Cena, il attaquait les mecs vraiment pour des bêtises parce que, en fait, Tyler Rex, en prise de finition, il avait le Burning Hammer. Burning Hammer qui est la prise mythique de Kenta Kobashi. Donc, en fait, c'est comme un attitude adjustment, mais à l'envers. Il prend le gars en Argentine backbreaker, ceux qui voient, donc il prend le gars par le dos, et il le fait tanner la tête par terre. Ça ressemble aussi un peu à F5, quoi. Et, une fois dans un match télévisé, alors que vraiment le mec était en low card, hein, donc on s'en fout en soi. Et en fait, il se foire, et ça finit en attitude adjustment. John Cena l'a attrapé à peine où il est passé la gorilla position, il l'a attrapé par l'épaule, il a fait, tu fais plus jamais ça. Ça, j'avais entendu l'histoire. Voilà, tu ne fais plus jamais ça. C'est ma prise, tu fais pas ça. On en a parlé un peu dans un de nos pots pourris, Alex Riley. Il avait dans le nez Alex Riley, sans raison, parce que peut-être une fois il lui a répondu une ou deux fois, alors qu'Alex Riley avait dit dans les interviews qu'il en fait il essayait de poser, en fait il y allait pas en tant que défiance. En fait il voulait avoir des conseils de John Cena. Et en fait John Cena avait pris ça pour la défiance. Et donc du coup il l'a coulé, complet. Bah la Nexus c'est lui. La Nexus c'est totalement lui. Totalement lui parce que, comme on l'a dit, hein, même si dans cette période-là Vince McMahon contrôlait vraiment tout, en général, sa méga star, Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Hulk Hogan a fait ce qu'il voulait, Steve Austin a fait ce qu'il voulait, Shawn Michaels a fait ce qu'il voulait, Triple H on n'en parle pas. Voilà. Il y a 2 émissions très bien sur Triple H si vous voulez qu'on en Allez parle. les voir. Écoutez, merci les amis. John Cena. Il a fait Et ce je qu'il pense veut. qu'aujourd'hui Roman Reigns fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Et en plus, John Cena, lui, il a été dans l'époque où il n'y avait plus de concurrence, où il y avait que ça, et que je pense que John Cena, on en parlera peut-être une fois, John Cena, c'est le visage d'une WWE qui se repose sur ses lauriers aussi. Où ils ont vraiment développé personne. Mais j'aimerais bien peut-être qu'un jour on aura un peu tout ça, parce qu'on beaucoup de catcheurs on a su après. Ouais. Parce que John Cena, je pense qu'il y a aussi beaucoup de mecs, je serais pas surpris qu'on découvre qu'un jour Umaga devait remporter le titre par exemple, tu vois. Non, Umaga c'était prévu pour perdre pour John Cena. C'est pour perdre, mais je serais pas surpris qu'un jour on apprend des mecs en fait que John Cena a battu alors qu'il aurait dû gagner. Encore une fois, en Despot, on en a déjà parlé, là je vais le redire, son sabotage de WrestleMania 27. Avec The Miz. Avec The Miz, c'est lui qui pourrit le match, hein. Ça vient de lui, ça. C'est pas documenté parce que The Miz est trop corporate pour le dire, mais on le sait. On le sait. Est-ce qu'il a joué aussi sur des trucs par rapport à CM Punk? Ça, on le saura pas. Parce qu'il a quand même accepté de se coucher, mais
fallait le protéger, il fallait tout ça. Il y a l'histoire avec Brock Lesnar aussi que tu m'as expliqué une fois. Ah oui, ou en mode automatique, il fait une promo alors qu'il était censé faire un stretcher job. Ou c'est l'une des rares fois où Brock Bah, c'est Lesnar au a retour de, en fait, c'est au retour de Brock Lesnar. Explique. Voilà, donc je le redis, je l'avais expliqué, donc je le redis. Je sais plus si on l'avait Si, expliqué si, en si, off ou en direct. Je crois que je l'ai expliqué dans une émission, mais on va le redire, parce que c'est assez Vas-y. rapide. Au retour de Brock Lesnar en 2011-2012, son premier rival, c'est John Cena. Donc déjà, son retour de le faire perdre, déjà, je trouve que c'est un peu con, quoi. Mais par contre, lui, il s'en fout parce qu'il prend son pognon. Donc il a dit, je veux bien perdre, mais par contre, dans les conditions du match, c'est que par contre, John Cena, il repart en civière. Voilà, il faut que vous me mettez crédible, il va gagner au dernier, sur un coup de chance, entre guillemets, bah, en fait, c'est parce qu'il utilise une chaîne et il arrive à le battre. Mais derrière, en fait, il doit partir sous civière. Ok, j'ai perdu, mais par contre, lui, il est mort. Et en fait, John Cena, par réflexe, de ce que... Par réflexe. Je sais pas si de lui-même ou machin. En fait, il a pris le micro. Et en plus, il a fait une promo comme quoi il allait s'éloigner pendant quelques temps. Il était là en haut le lendemain. Bah, comme quand il s'était fait virer, puis qu'il devait Voilà, revenir, voilà, il est toujours là. Et en fait, la promo là a mis en rage Brock Lesnar qui était en Korea Production. Il a fait, ok, j'accepte de perdre. Vous me re-signez, je suis un gros nom. Ça, c'est pas normal. C'est un manque de respect, en fait. Parce que c'est pas ce qu'on avait décidé. Parce que là, ok, c'est Super Cena, mais justement, vous voulez me rendre crédible. Là, vous me rendez pas crédible, en fait. Je suis juste un gland qui a perdu son Déjà, match à normalement, son il tour. aurait dû faire perdre contre Cena, quoi. Mais bien sûr. Il aurait dû gagner si Brock Lesnar. Et il y a plein de trucs qu'on ne saura jamais. Le fait que son beau-père, le beau-père des Bella, quand il était marié avec Nikki Bella, c'était John Laurinaitis. On sait qui est John Laurinaitis. Je vais pas rentrer dans les détails. Les deux ont eu des accointances. Dans les télé-réalités des Bella, on se rendait compte que c'était un despote même dans la vie. Ouais. En fait, il avait une vie tellement carrée qu'en fait, il décidait tout. Ouais. Ça, vous pouvez le retrouver, les amis. Comme quoi, il fallait manger à telle heure, être habillé comme ça, être machin, tout était cadré. Tout était cadré. On sait que c'est un bon gars, John Cena, mais je pense que quand même le pouvoir, l'image et tout ça, à une certaine époque, lui a monté. Puis de toute façon, on sait jamais trop les derrière. On connaît le personnage, l'homme, on sait pas tout. Là, par contre, je pense que lui, il a compris ce qu'il a été à l'époque et qu'il a totalement changé de mentalité. Depuis qu'il est à Hollywood, parce que je pense que c'est vraiment un bon gars au fond de lui et qu'on le voit, tous les retours qu'il a eu récemment, il se couche pour tout le monde. Il s'est même couché pour Solo Sikoa. Ouais, qui a perdu 30 matchs d'affilée derrière. Ouais. Il s'est couché pour Austin Theory à Mania, je rappelle. Putain. Il accepte. Austin Theory, quand il a gagné le Money in the Bank, j'ai coupé ma télé et j'ai pas regardé la WWE pendant quelques mois. Oui, toi, ça m'a saoulé. Moi, c'est le booking de ce mec-là. Parce que ce mec-là, il y a un potentiel, mais c'est vraiment l'utilisation catastrophique et encore même. Bah oui. Mais, c'est comme ça. De toute façon, on refera pas la WWE. Non. Alors, il nous reste 2 numéros, mon ami. Le 9. Le 9, comme dirait, alors. Ah bah tiens. Point d'actualité, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu crois en cette histoire de Vince McMahon qui va recréer une fédération pour faire chier la WWE? Oula. Alors, est-ce que tu y crois? Actuellement, je te dirais que j'y crois pas trop. Ouais. Mais que connaissant le personnage, ça me surprendrait pas. Ça me choquerait... Non, comment dire? Bah, en fait, si, c'est ça, ça me surprendrait pas. Ça me choquerait pas, ça me surprendrait pas. Parce que le mec est assez fou. Il a été... Et le pire, c'est qu'il est même pas encore lavé de tout soupçon, hein. C'est ça qui est dingue. Hein. Ouais, non, parce que oui, quand ils expliquent que oui, c'est tout des histoires, que rien n'est fini. Voilà, le procès de Daniel Grant, il est pas encore, il est pas au bout. Hein. Et en fait, là, comme ça reste un milliardaire et tout ça, il se dirait, alors que c'est lui qui a vendu, c'est lui qui a foutu la merde. Voilà, d'avoir refait un coup d'état administratif pour reprendre le pouvoir, pour pouvoir vendre lui, parce que c'est à lui, c'est son bébé, il voulait le vendre lui, et d'accepter, au lieu de juste de se retirer. Et c'est bon pour ta retraite, quoi. Surtout tape quoi, il y a 80 piges, ça y est. Pas loin. Et et le problème, c'est qu'avec les affaires qu'il a sur le cul, au bout d'un moment, fais-toi discret, ne parle plus jamais. Mais il est pas un peu mégalo? Je pense que il est pas loin de certains visages connus de l'histoire au niveau de la mégalomanie, il est pas loin. Hein. Ah il aurait fait un bon dictateur. Hein. Ah, je pense, ouais. Sans rentrer dans les détails, mais il y a moyen que. Il y a moyen. Donc je te dirais que j'y crois pas pour l'instant, mais que ça me surprendrait pas. Alors moi je vais te dire, s'il avait 10 ans de moins, je pense qu'il aurait pu le faire. Ouais. Aujourd'hui à 80 piges, est-ce que tu as encore la santé pour faire ça? Mais lui la santé, c'est juste du jour au lendemain, il sera mort. Oui, il s'arrêtera jamais. Oui. Il s'arrêtera jamais, il fait partie des tarés.
Je sais pas s'il prend de la drogue, s'il a pris de la drogue ou pas, ou des trucs comme ça, mais il ne s'arrêtait jamais. Avant son départ, il était quand même là à tous les Raw, tous les SmackDown, il dort 3 heures par nuit, il va à la salle dès qu'il se lève, c'est... Mais lui, il a vécu ça toute sa vie. Toute sa vie, ça, son corps ne s'arrête, je pense, c'est juste un jour son cœur qui dira stop. Ouais. Mais sinon, il continuera tout le temps. Et quand son cœur dira stop, la veille, il aura fait une prise de sang qui serait parfaite. C'est tu limite sais, ça. Ouais, c'est limite ça. C'est limite ça, ouais. Voilà, lui, c'est comme ça, ou alors... Mais moi, je pense qu'avec toutes les affaires des années et tout ça, il devrait plus être là. Ouais, je suis d'accord avec toi. On devrait plus en entendre parler. On devrait plus entendre parler. Quand on nous parle de lui comme nous on fait, par rapport à ce qu'il a amené au catch et à son personnage, mais l'homme, on devrait plus entendre parler de ce mec. Si on est là aujourd'hui à parler catch, c'est grâce à lui. Oui. Mais moi, ce qui a fait ensuite, et comme on le disait tout à l'heure, quand on a fait une petite pause, il y a ce qu'on sait et ce qu'on sait. Et ce qu'on sait pas. Parce qu'à mon avis, ce qu'on sait pas, ça doit être pire que ce qu'on sait. Ouais, c'est sûr. Quand tu connais le personnage. Mais bon, après, c'est Vince. Alors bon, bah, voilà. Il y aura toujours des gens pour lui tendre un micro. Oui, malheureusement. Malheureusement, exactement. Et ben, le dernier numéro. Qui est le 12. Ah bah tiens, je pense qu'on va finir avec une petite question sympa. Est-ce que AJ Styles est le meilleur catcheur non créé par la WWE qui est revenu ensuite, après son passage à la TNA? Qui est venu tout court. Qui est venu tout court, mais qui n'a pas été créé par la WWE, si tu veux. Qui vient d'une autre fédération. Bah moi c'est un de mes catcheurs préférés. Donc je veux pas que tu parles des mecs de la WCW. Oui. Parce que non, tu parles des... Oui, on va regarder plein d'Indie Darling du coup. Voilà. Mais lui, ça a vraiment été une star partout où il est passé. C'est que ça. C'est voilà. Un peu ça la différence. Par exemple, à CM Punk, c'est une Indie Darling dans des fédérations indépendantes. À la ROH par exemple. Voilà, Samoa Joe, il a un peu le côté TNA, mais il a jamais bougé des États-Unis. On va prendre les Upset Rollins, c'était un visage de la Ring of Honor, mais avant sa création. Ambrose, pareil, le visage de la CZW. Ces mecs-là sont devenus des stars mainstream à la WWE. Alors que Samoa Joe moins, par contre. Samoa Joe était vraiment une star à la TNA, mais ça a permis d'exploser aussi. Ouais. Il y a Nakamura aussi. Ouais. Que lui, bah, par contre, lui, c'est un peu une descente comparé à ce qu'il était au Japon. Et ben, lui, on en a parlé la dernière fois. Lui, il est content d'être en Amérique, il va surfer, il est content. J'ai envie de te dire, bah après, je suis pas objectif parce que ça, lui. C'est pas grave. Quand on disait dans les top 3 de catcheurs, lui, il est deuxième. Ouais, d'accord. Il est deuxième. AJ Styles, pour moi, c'est mon deuxième catcheur. Mais dans ce cas, ton top 3, ça peut pas être Y2J. Ton troisième, c'est Kurt Angle. Ah non, je suis plus fan. Bon, ah ouais, bah, j'adore Kurt Angle, il est dans le top 10, ça. Mais Y2J, par rapport à l'affect et par ça, il est troisième. Ok, d'accord. Le premier, c'est Hiroshi Tanahashi. Ouais, ça, je sais. Donc AJ Styles, c'est mon deuxième catcheur préféré de tous les temps. Pour moi, c'est probablement le meilleur catcheur nord-américain qu'il y a jamais eu. Ah carrément, tu le mets devant Ric Flair? Ben, en fait, le truc pour moi, c'est pas comparable. Ok. C'est pas comparable par rapport à l'époque comment il catchait. D'accord. Voilà, on va dire époque moderne, si tu veux. Époque moderne, ok. Ric Flair, il reste à vitam aeternam l'un des meilleurs catcheurs nord-américains tout court. Et 80-90. Voilà, c'est ça. Alors que AJ Styles, je pense que il rentre limite dans le all-time en fait. Ok. Mais il est tellement, pourtant il manque de taille, hein, mais ça l'a pas empêché d'être une star tout le temps. Et on le voit encore maintenant, hein. Regardez son physique à son âge, regardez il fait toujours les mêmes trucs qu'avant. Il a jamais ralenti. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'est pas beaucoup blessé, qui a réussi à savoir ce qu'il devait faire sans se blesser. Il a pas fait les erreurs à la Kenny Omega ou à la Will Ospreay, par exemple, où les mecs ont défoncé leur santé. Il a jamais été trop loin dans son corps. Il a toujours fait. Voilà, maintenant il est un peu plus. Là maintenant, tu sens qu'il souffre un peu plus. Bah oui, parce qu'il commence à être un peu plus âgé. Mais à la TNA, c'était le visage de la TNA. C'est la plus grande star de l'histoire de la TNA. Oui. Sans. Après, t'as d'autres gars, Kurt Angle, il rentre dedans, des trucs comme ça, mais. Mais Kurt Angle, il venait de la WWE. Jeff Jarrett, il est connu par rapport à ça, mais c'est parce que c'était le booker et le patron au début. Mais on va dire, AJ Styles, lui, à la New Japan, c'est l'un des Gaijin, on lui a tout donné tout de suite parce qu'il est exceptionnel. Ah, il est exceptionnel. Voilà, il a été leader du Bullet Club. Il est vraiment phénoménal. Il est phénoménal. Et la WWE, le mec qui était venu pour être en mid-card, et même Vince McMahon est tombé amoureux de ce mec-là. Ah, il a dit non, c'est pas possible. Ça, c'est une énigme. J'aimerais bien comment c'est possible de savoir ce qui est passé à la tête de McMahon pour l'avoir poussé en fait. Meilleure arrivée dans un Rumble. L'une de pas la meilleure, mais moi j'aime beaucoup. Hein. Une très bien placée. La tête de Roman Reigns, presque t'as l'impression qu'il est pas au courant que c'est lui. Quoi. Et que c'est incroyable. Le mec là, il a réussi à taper dans l'œil de McMahon, alors que s'il a pas le physique qui tape dans l'œil de McMahon et que c'est un bon catcheur, c'est vraiment, je pense que McMahon il a fait, c'est Shawn Michaels quoi. Dans sa tête, je pense que c'est ce qu'il a dû se dire quoi. Il est aussi bien que Shawn Michaels et c'est pour ça qu'il l'a poussé. Et c'est énorme. Et maintenant, c'est
un des rares catcheurs où il n'a pas été, comme tu dis, pas créé par la WWE, et qu'au bout de 2 ans à la WWE, on a l'impression qu'il faisait partie des meubles. On a l'impression qu'il était là depuis 15 ans. Même encore aujourd'hui, hein. Là, maintenant, oui, parce que maintenant, ça fait longtemps. Non, mais même, je veux dire, c'est super de se dire que quand t'as un nouveau champion, que t'as besoin d'un challenger crédible, mais qui va peut-être pas gagner, voilà, bah, c'était super. Par exemple, le première défense de Cody Rhodes, Ouais, c'est bah oui, AJ Styles. on peut toujours le ressortir pour le C'est faire super. avancer, Là, il est encore là de temps en temps et tout, c'est super. Là, il risque en plus d'avoir un match important à Mania. Hein. Moi, j'espère. Voilà, pour moi, je le dis, si on diffuse l'émission après Mania, on verra si on aura eu raison. Moi, je pense que ce sera un multiman entre Braun Breaker, Sheamus, Penta et AJ Styles. AJ Styles. On verra. C'est dommage. Le seul, finalement, moi, j'ai l'impression que le seul point noir de sa carrière WWE, c'est ce match face à Nakamura où il y avait trop d'attentes. Il y avait beaucoup trop d'attentes, ouais. Où les gens pensaient qu'ils allaient revoir un match 5 étoiles alors que c'est pas le catch de la WWE. Voilà, alors que c'était pas le but. Et pourtant, ça a amené à une évolution au personnage de Nakamura qui était top, sa version heel. Mais il aurait dû gagner. Pas à Mania. Mais en fait, Nakamura, il aurait dû prendre le titre durant la rivalité. Ouais, ok. Pour moi, c'est le deuxième point noir, mais ça, c'est plus pour Nakamura. Parce que le fait qu'il tourne heel, c'était génial. Franchement, c'était top. Mais le problème, c'est qu'il a perdu toute la rivalité. Un catcheur, un match de rêve avec lui, même si un catcheur même plus actif. AJ Styles? Ouais. Bah, Shawn Michaels. Ah, je le savais. Shawn Michaels, j'aurais bien voulu Seth Rollins aussi. Ah bah oui. Bah, en fait, Shawn Michaels contre tout le roster. Shawn Michaels, Kevin Owens, ça aurait été pas mal aussi. Shawn Michaels, Sami Zayn. Ah putain. Shawn Michaels, il peut aller partout. Hein. Shawn Michaels, Drew McIntyre, ça serait génial aussi. Ah ouais, Shawn Michaels, Drew McIntyre. Ah mais alors, par contre, j'aurais voulu Drew McIntyre contre Triple H. Ouais. Là, j'aurais kiffé. Ah bah ouais, là, qui est le plus grand Conan le barbare? Ah putain, Conan barbare on the pole. Conan le barbare, l'épée du kebabi on the pole. L'épée du kebabi on the pole. Ouais. Ça aurait été donné, ça. Mais ça y est, il y a encore un petit truc que tu vas ajouter ou tout est bien? Non, désolé, je vais encore me moucher. Vas-y, mouche-toi. Comme ça, on va se quitter sur un Messiah qui se mouche. Eh ben, moi, j'ai énormément apprécié faire cette émission surprise. J'ai adoré d'avoir été au courant vraiment de rien. Ah bah, je vous dis, moi, il s'attendait à ce qu'on tourne. Alors, là, c'est pas un teasing dans le vent, là. L'émission sur la ECW, on la fera. Ce serait une émission un peu plus courte, mais elle va exister. Parce qu'on a aussi envie de parler de ça. Mais là, je voulais un peu te mettre un peu sur le grill. Yes. Eh ben, Messiah, je te remercie encore pour ta pertinence. Bah, je t'en prie. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre Je compte sur vous, les gars. Je veux passer les 100 abonnés. Je veux ces 100 abonnés. Allez, salut les amis. Ciao.